Merci à tous d'être et tous, puisque écoute, hein, Gaël, tu l'emportes, C'est masculin. ça, je sais. Euh, Merci pour votre présence. Donc on attend, il y avait 17 inscrits au départ. Je pense que d'autres personnes vont venir au fil de l'eau. Des fois, c'est ce qui se passe lors des autres sessions. Donc aujourd'hui, le club cosmétique, c'est la troisième session en ligne. C'est en fait l'idée de cet été, c'est de montrer un peu les success stories. Donc, auparavant, on avait évoqué deux entrepreneurs qui s'étaient lancés dans une gamme de produits cosmétiques et qui avaient donné un peu des tips. Une, c'était Catherine Lam avec la marque Loesia qui avait remporté un prêt d'honneur et qui avait un peu détaillé comment elle l'avait obtenu et par quels moyens, etc. Donc c'était une session qui était très très importante pour tout porteur de projet, parce que la partie financement, elle est importante aussi. Il y a 15 jours, on accueillait Ndioba, qui venait tout juste de lancer sa marque, sa gamme de produits pour soins pour enfants et qui était dans la phase également de formulation et de validation de ses formules, on va dire. Elle nous a un peu plus détaillé toutes ces étapes pour arriver à cette étape-là, du moins à ce stade-là, on va dire. Et également la partie qui était importante pour elle, la formation qu'elle a suivie l'année dernière via notre accompagnement LMCE. Donc voilà. Et aujourd'hui, on a trouvé qu'il était important de, euh, d'ouvrir sur une facette qui est aussi quelque chose qui est aussi quelque chose de très important pour les entrepreneurs et les porteurs de projets. Ben, c'est la partie laboratoire. Et merci Gaël de nous ouvrir tes Hein. portes. Je tiens à dire que Gaël, on s'est entretenu à chaque fois au téléphone. Mhm. C'était vraiment des très bons moments, de très bons échanges. Et que voilà, enfin, on se voit par écran interposé. Mais voilà, il me tarde de quand même de mieux discuter en direct. Donc, Gaël, en fait, je lui ai demandé de nous expliquer son parcours déjà, de salarié. J'ai vu son CV sur LinkedIn, mais il en parlera d'une meilleure façon. Et comment il en est arrivé à maintenant, à la date d'aujourd'hui, hein, à se lancer dans la mise en place d'un laboratoire à plus grande échelle et comment, en tant qu'entrepreneur, chacune, il semblerait que nous soyons toutes des femmes qui allons t'écouter et te voir ou t'entendre, chacune, comment tu pourrais nous trouver des solutions, apporter des solutions et répondre à nos questionnements. Donc voilà. Donc Gaëlle, je vais te laisser voilà, un peu parler de toi, parler de ce que tu as fait, de ce que tu proposes. Alors, je tiens à dire que j'ai envoyé ta brochure Ouais. également à tous les participants. Ouais, donc Donc, déjà, ils ont pris un peu certaines, connaissance de ce que je faisais. Ouais. voilà. Donc, certains ont les éléments et à la suite de ça, je pense que ça permet d'aller un peu plus sur le vif du sujet et de pouvoir avoir Effectivement, des après, il y a un jeu. précisions. Après, tu me disais qu'il y avait un jeu de questions-réponses, un peu aussi en fonction Voilà, des projets de chacun, etc., des questions. complètement. C'est vrai que je peux répondre à pas mal de Complètement. choses. À partir du moment où ça reste dans la technique, on peut faire. Complètement. Voilà. Donc, écoute, voilà, je te laisse commencer. Je te laisse Ça marche. Bah, ça fait, ouais, c'est effectivement, bah, merci déjà à la Maison de la Cosmétique de me permettre de pouvoir me présenter et présenter surtout ce que fait GBC aujourd'hui. Et puis bah, aussi de pouvoir répondre aux questions. C'est vrai que c'est un peu l'ADN aussi. Ça fait longtemps que je suis en contact avec la Maison de la Cosmétique, mais presque depuis les débuts. Mm. Voilà, donc c'est vrai que
avec tous les balbutiements qu'il y a pu avoir. Donc, effectivement, moi, l'idée de mon laboratoire, au départ, c'est vraiment de venir travailler pour les porteurs de projets, les petites structures, etc. Donc, moi, effectivement, pour faire un peu plus mon curriculum vitae, parce que c'est ce qu'on m'a demandé également, donc, je suis ingénieur chimiste de formation. J'ai fait une spécialisation en formulation cosmétique à l'ISIPCA à Versailles. Donc, maintenant, ça fait 15 ans que je suis dans la profession. J'ai fait effectivement beaucoup de sociétés, j'en ai fait 8 en 15 ans. Je ne vais pas toutes les détailler parce qu'il y en a où je suis resté 2 mois et ça n'avait aucun sens parce que voilà, quand ça ne me plaît pas, je m'en vais. Mais en fait, j'ai appris au sein du groupe Amore Pacifique, donc, qui est le leader de la cosmétique coréenne, donc dans leur usine à Chartres. Donc c'est là où j'ai appris le métier, clairement. J'ai fait mon alternance là-bas. Donc essentiellement sur du soin et du dérivé de gamme parfumée. Donc, ils travaillaient sur des parfums type Lolita Lempicka. On travaille aussi pour Paco Rabanne, Nina Ricci, puis pour plein de marques vendues aussi en Corée. Donc, j'ai fait à la fois de la formulation et de l'industrialisation chez eux. Et puis après, voilà, il y a eu des plans sociaux. Donc, forcément, en tant que CDD, je n'ai pas été gardé. Et donc, après, j'ai un peu eu du mal à trouver des postes en formulation entre guillemets stable et pas entre guillemets pas branquignol. Donc je tairais les sociétés qui étaient un peu branquignoles, voilà. Mais du coup, la première société, on va dire, qui m'a fait confiance et en qui où je me suis trouvé bien, c'était une société qui s'appelle Carole Franck, qui est une marque d'aromathérapie, donc plutôt haut de gamme. C'est un Décléor-like, c'est les mêmes fondateurs que Décléor. Donc là où je suis arrivé en tant que simple formulateur. J'ai pris ensuite en charge aussi la qualité et après j'ai été jusqu'au poste de directeur technique, donc qui chapeautait tout l'aspect technique de la société, y compris la production. La société, mes patrons étaient un petit peu âgés, voilà, et puis ils voulaient vendre. J'ai senti le vent tourner et donc j'ai décidé d'aller rejoindre une autre aventure, plus du tout dans le même domaine, toujours dans la cosméto, mais plus dans le luxe ou dans l'institut, dans les produits de supermarché. Donc pour une marque qui s'appelle OE, qui appartenait dans les années 90 au groupe Colgate-Palmolive et qui a été racheté par des Franco-Algériens. Alors pour celles qui sont un petit peu plus âgées, c'était les Amazones avec voilà, la pub pour les déodorants. Voilà. Et puis, donc en fait, le challenge n'était pas forcément d'aller faire de la formulation de produits mass market, parce qu'au début, ça ne m'amusait pas beaucoup. Mais par contre, le challenge, c'était vraiment de monter le laboratoire, l'unité de production en France et en Algérie. Parce que mes patrons étaient franco-algériens, enfin, ils sont toujours franco-algériens, ils n'ont pas changé de nationalité. Et donc, c'est ça qui Ils m'ont dit, voilà, tu as le budget, tu te démerdes. Ok, les gars, vous savez, j'ai 25 piges et j'ai jamais fait ça. Et c'était super excitant. 4 ans et demi de folie, mais de folie, à pas beaucoup dormir. Voilà. Donc, du coup, voilà, on a travaillé sur le montage du laboratoire, le montage de l'usine en France, donc à Pierrelet dans le 95. Et puis sinon à Oran pour une usine aérosol, donc avec toutes les contraintes explosives, etc., etc. Donc ça, c'était hyper enrichissant et ça m'a vraiment formé. Et puis après, sur le côté formulatoire, je me suis quand même vraiment beaucoup amusé parce qu'en fait, on me demandait de faire tout avec rien, donc avec pas beaucoup d'argent. Donc c'était vraiment super challengeant et c'est là où on apprend à trouver des synergies, être malin, voilà. Chose qu'avant, je n'avais pas de contrainte de prix majeure, donc c'était vraiment une autre approche du métier. Et puis, au bout de 4 ans et demi, j'ai fait un peu le tour du sujet. Et puis, j'ai eu l'opportunité de rejoindre la R&D de l'IERAC en tant que responsable R&D de l'IERAC. Donc, je me suis dit, tiens, c'est le moment d'aller voir un petit peu plus gros. Parce que j'avais fait volontairement toutes mes expériences précédentes que je ne détaille pas parce qu'encore une fois, il y avait des sociétés qui n'étaient pas très clean. J'ai fait volontairement le choix de la PME pour avoir cette vision à 360. Parce que, en fait, depuis que je suis sorti de l'école, mon idée d'entreprendre allait depuis l'école. Et je savais ce que je voulais faire. Donc, j'ai construit mon parcours en fonction. Et puis, je ne suis pas resté parce qu'en fait, je ne me suis pas adapté à des sociétés plus grosses avec des N+1, N+2. Voilà. La réunionnite aiguë, ce n'était pas pour moi. Et donc, du coup, j'ai démissionné. Et je me suis retrouvé donc directeur d'une usine de sous-traitance, directeur industriel d'une usine de sous-traitance donc, au Relais-Quirion, en Bretagne. Donc, ça a été mon retour aux sources. Voilà, parce que je suis breton à la base.
Donc, directeur industriel donc d'une société de sous-traitance. On était les leaders de la Thalasso. On sous-traitait pour à la fois des gens comme Yves Rocher, des Cléor, Darphin, enfin des grosses entités de l'Institut aussi. Société donc, qui a été rachetée par nos confrères de Technature, membre du comité de direction. J'ai gentiment été remercié. Et donc, ça a été l'élément déclencheur donc, en janvier 2017 pour lancer mon laboratoire. Donc, cette activité, entre guillemets, de prestation de conseil, de laboratoire, je le fais quand même depuis 2014. Je le faisais en auto-entreprise, en parallèle de mes activités pro. Alors, pas pour des raisons financières, hein, parce que voilà, j'avais des très bons salaires et je ne vais pas me plaindre. Mais c'était vraiment par passion. Il y en a peut-être qui font du sport, du tricot. Ben, moi, je fais des crèmes, chacun son truc. Hein. Et donc, vraiment, l'idée, c'était l'idée sous-jacente d'un jour se lancer, quoi. Bon, le licenciement économique a précipité les choses. Et donc, j'ai été licencié en janvier. En janvier, j'ouvrais le laboratoire, donc dans une dépendance chez moi, en fait, aujourd'hui. Hein. Donc, c'est une dépendance qui fait un peu plus de 100 mètres carrés. Donc, c'est une belle dépendance déjà. Mais j'ai démarré tout seul en janvier 2017, toujours en auto-entreprise. Et puis après, voilà, ça a bien démarré. J'ai pris une apprentie, puis j'ai vite embauché une personne en formation. Et aujourd'hui, j'ai 5 personnes en contrat, soit CDI, soit CDD, et une apprentie pour le moment. Et à la rentrée, je vais embaucher une personne supplémentaire et on aura en tout 10 personnes avec les apprentis, quoi. Et donc aujourd'hui, effectivement, c'est toujours chez moi. Et à partir de septembre, et le déménagement, ça y est, il est acté. Ceux qui suivent un peu sur les réseaux, que ce soit LinkedIn ou Instagram, Instagram, c'est pas moi, hein, c'est ma chargée de communication qui gère ça parce que c'est pas mon truc. On va déménager donc début septembre dans des nouveaux locaux, 3 fois plus grands. Donc, ils vont permettre du coup d'accueillir ces nouvelles personnes. Voilà. Donc voilà par rapport un peu à mon parcours. Je ne veux pas dire assez classique, mais c'est vrai que j'ai eu l'opportunité de prendre des postes assez jeunes, à forte responsabilité. Voilà, après, il ne faut pas avoir peur d'y aller et puis d'y mettre l'énergie qu'il faut. Mais j'ai aussi beaucoup de chance, quoi. Enfin, il y a la chance, mais après, je dis toujours que la chance, ça se provoque aussi. Ouais, et il ne faut pas avoir peur d'y aller, quoi. Donc, c'est vrai que quand on vous dit à 25 piges, tu vas monter deux laboratoires, 2 usines, tu n'as jamais fait ça de ta vie, bon, il faut y aller, quoi. On se retrousse les manches et on y va. Et donc, voilà. Donc, aujourd'hui, je suis mon propre patron, très content de l'être. Comme je disais au démarrage, c'est quelque chose que je voulais faire, mais depuis le début, sortie d'école, sortie de mon alternance, je savais que je voulais monter un laboratoire. Au début, je voulais montrer ma propre marque. Et puis, en fait, à force de commencer à travailler pour des marques, en fait, je me suis dit que je n'aurais pas forcément, entre guillemets, peut-être cette fibre marketing suffisante pour aller monter. Parce que c'est aussi vendre moi, je suis très technique, mais je ne sais pas vendre du produit cosmétique. Ce n'est pas mon métier. Et en fait, j'ai découvert cette activité de la sous-traitance via des marques pour lesquelles j'ai travaillé. Je me dis, mais c'est ça que tu veux faire, Gaël. Et donc, c'est comme ça que j'ai construit du coup mon parcours de PME, parce que mon envie, j'ai bien vite compris que la problématique, elle était surtout sur les petits porteurs de projets, les marques qui démarrent. Parce que quand on s'appelle Chanel, quand on s'appelle L'Oréal, ou même des plus petites structures, des Caudalie, etc., qu'on vous demande 5000 pièces pour démarrer, ça fait peur à personne. Par contre, quand vous dites à un porteur de projet, ton minimum, c'est 5000 pièces, tu vas bouffer toute ta trésor en stock. Voilà, clairement, je me dis, il y a un truc à faire. Aujourd'hui, il y a des confrères qui font des choses, mais qui ne conviennent pas forcément par rapport à certaines choses au niveau éthique. Mais bon, ça, voilà, pareil, encore une fois, je ne citerai pas certaines personnes. Voilà, l'idée, c'était vraiment de monter quelque chose pour aider les porteurs de projets au démarrage et de pouvoir les accompagner, mais sur l'ensemble de la chaîne. C'est-à-dire qu'on peut effectivement les accompagner dès le début, entre guillemets, du brief, à structurer le brief. Donc, peut-être que tout à l'heure, je partagerai ma trame de cahier des charges, si besoin, avec laquelle je travaille. Ça tient en 1 page et demie Word. L'idée, c'est on l'a volontairement vulgarisé pour pouvoir que ce soit même des gens qui ne connaissent rien à la cosméto puissent travailler et se lancer.
Ça va vraiment du brief, évidemment la partie formulation qui est le cœur de notre métier, quand même, la création de produits, toute la partie réglementaire et jusqu'à l'industrialisation. Et même pour ceux qui ont un peu, qui ont encore plus d'envie, je fais de la prestation de service effectivement pour monter des laboratoires à des unités de production. Donc c'est des choses qu'on fait. C'est-à-dire que vraiment, l'idée, c'était de se présenter via toutes les expériences que j'ai pu avoir et cette vue à 360 degrés du technique, de se présenter vraiment, un petit hommage à Maïté qui est suisse, un couteau suisse cosmétique, mais technique. Voilà, faut pas me demander de faire de la communication, faut pas me demander de faire du market, c'est pas mon métier. J'ai des gens autour de moi qui peuvent filer un coup de main, mais moi, voilà, ce que j'ai monté, c'est vraiment pour répondre à l'ensemble des besoins techniques. Mais des fois, ça va, même j'ai des porteurs de projets. Je crois que vous avez déjà eu Alexis de chez All Tigers, je crois. Oui. Voilà. Un jour, il m'appelle, Gaël, comment on fait un code barre? Ah bah ouais, tu appelles GS1, machin. Voilà. Et c'était assez drôle parce que du coup, il me dit, mais moi, ça arrivait tout fait sur mon bureau, mais il ne savait pas le faire, quoi. Bon, voilà, ça peut être aussi des choses comme ça, beaucoup plus. Ça m'a amusé, en fait. Voilà. Donc, voilà. Pour la petite histoire, Ouais, excuse-moi, pour la petite histoire, il a parlé de toi également lors de sa présence au club. d'accord. Voilà, il a fait référence à toi pour voilà, ce ou celle qui Alexis, on s'intéressait l'accompagne à un laboratoire. depuis le début. Mm. Alors, pour l'instant, moi, je l'accompagne essentiellement sur la partie réglementaire, parce qu'il avait déjà des deals avec des labos. Mais aujourd'hui, peut-être que sur les prochains développements, on pourra travailler avec lui, quoi. Mais c'est quelqu'un, effectivement, qui fait partie des gens, entre guillemets, qui partagent des valeurs auxquelles j'adhère, quoi. Oui, pareil. Donc voilà. Pour détailler un peu ce qu'on fait poste par poste, je ne sais pas si tu veux que je rentre dans ce détail-là. Nous, en fait, on va faire à la fois du soin, de l'hygiène, du maquillage. On va vraiment taper sur tous les segments de marché. À titre personnel, je ne sais pas faire de maquillage. J'ai embauché les compétences. J'ai volontairement monté des équipes expérimentées. C'est-à-dire que ma responsable de laboratoire a plus de 10 ans d'expérience. Ma chargée de chef de projet formulation, pareil, elle en a 9. Moi, j'en ai 15. Plus on a une technicienne de laboratoire, donc elle est là plus pour la partie vraiment manip. L'idée, c'est qu'on ne vient pas franchement chez GBC pour changer un parfum dans un gel douche, quoi. Voilà. On vient chercher des choses un peu plus compliquées. Alors, je ne vais pas dire qu'on n'en fait pas, hein, ça serait mentir. On en fait, hein, mais c'est clairement plus alimentaire que là où on s'excite le plus. Nous, plus c'est compliqué, plus on s'amuse. Voilà. Que ce soit des contraintes fortes économiques, des contraintes techniques. Là, on travaille pour une marque qui veut du sans dérivé d'huile de palme, avec des matières premières dont l'origine est un pays où il y a des éléphants. Et ben voilà, aucun laboratoire à qui ils ont interrogé de vouloir répondre au cahier des charges. Nous, on a dit c'est marrant, on y va. Voilà. Donc, ce que j'aime beaucoup aussi dans mon métier aujourd'hui, c'est de travailler avec des personnes qui vont être candides, des fois, dans le monde de la cosmétique, et qui se disent est-ce qu'on peut faire ça? Et là, je me dis ah ouais, c'est pas con ça. Et après, la question, c'est comment on va faire pour le faire. Mm. Et ça nous excite vraiment l'intellect et c'est vraiment là-dessus qu'on aime travailler. Voilà, quand j'ai travaillé pour la marque Romy sur la machine Nespresso pour faire des crèmes, et les mecs qui sont venus me voir, on va faire une machine Nespresso pour faire des crèmes. Ok. Comment on va faire ça? Parce que ça, du coup, c'est considéré comme une usine par les Mm. autorités, donc il faut mettre en place les bonnes pratiques de fabrication pour l'usine. Oui, mais alors la problématique réglementaire, formulatoire, enfin, mais c'est super intéressant de travailler sur des projets comme ça, quoi. Voilà. On ne fait pas que ça, on fait aussi des gammes beaucoup plus simples dans la conception aussi, ou alors qui ont travaillé avec des ingrédients un peu compliqués, où là, il y a toute une tendance aussi sur la naturalité. Aujourd'hui, on ne fait quasiment que du naturel, voire du 100% ou du bio. On a un client qui nous demande du 100% synthétique. Voilà. Ce n'est pas simple non plus, parce que c'est-à-dire que tu n'as pas le droit à l'eau, tu n'as pas le droit à la glycérine. Il tolère l'eau, voilà, mais sinon, Ah il veut oui. du 100% synthèse. Bon, ok, c'est pas simple non plus. Euh, Mm. donc voilà, on travaille vraiment sur tout type de produits. Les choses qu'on ne fait pas, parce qu'il y a quand même des choses qu'on ne fait pas, hein. C'est tout ce qui va être aérosol, lingette, tout ce qui est les masques en biocellulose, masques imprégnés, etc. Aujourd'hui, je ne suis pas équipé pour le faire. Par contre, j'ai des partenaires pour orienter mes porteurs de projets.
et tout ce qui va être savonnerie solide. On fait de la cosmétique solide, beaucoup, en ce moment, tout le monde en veut, mais on ne fait pas de savon solide. Voilà, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'artisans qui font ça très bien. Je préfère orienter vers des gens qui vont être spécialistes dans la saponification à froid ou dans l'extrusion. On en fait là pour un client, mais c'est tout. Voilà. Je préfère me concentrer sur vraiment des choses peut-être plus compliquées, plus techniques. Voilà. Donc ça, c'est sur la partie formulation. Donc, on fait que de la formulation exclusive, c'est-à-dire qu'on n'a pas de gamme blanche. Et ça, j'en ferai jamais. Parce que moi, je pars du principe qu'un porteur du projet, mais ça, c'est mon avis, hein, un porteur de projet met de l'argent sur la table, il met son ADN dans sa marque, mais c'est que si tu prends ta gamme blanche et que tu mets juste ton parfum dedans, moi, tu étais déjà dans la concession. Parce que tu vas faire une concession sur la texture, une concession sur le packaging, une concession sur le prix. Parce que des fois, quand tu prends une gamme blanche, on t'impose le prix. Nous, on travaille à l'envers. C'est que c'est vous qui me donnez le prix. À combien tu veux l'acheter? Par combien? 500 pièces? Ok, pas de souci. Et nous, en fait, on fait la formule en fonction de ça. Et derrière, contrairement à tout ce qui est gamme blanche, la formule derrière appartient au client. Et derrière, tu peux prendre ta valise, aller chez un sous-traitant, aller chez un autre, toi l'industrialiser toi-même, tu fais ce que tu veux. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on fait le 95% du temps. Et après, on a toute une gamme qu'on appelle la gamme inspiration chez nous, qui sont là vraiment pas pour être des débuts de projet. C'est surtout pour être hyper innovant en termes de texture. Donc, on a maintenant notre site internet qui est actif depuis presque 3 semaines. Le nouveau site internet qui est actif depuis presque 3 semaines où il y a tout dedans. L'idée, c'est vraiment d'être interpellant. Et si ça peut être un point de départ pour un produit, bah, tant mieux. Mais c'est surtout pour montrer ce qu'on sait faire et qu'on sait aller faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Voilà. Donc voilà. Après, évidemment, on accompagne sur les gens sur toute la partie réglementaire. Il y a même des gens qui viennent nous voir que pour ça. Par exemple, certaines marques de parfums, ils viennent chez nous que pour ça, parce qu'on ne fait pas la création olfactive, ce n'est pas notre métier. On travaille avec des nez pour ça, mais ce n'est pas nous qui créons le truc. À la fois sur tout ce qui est Europe, mais on fait aussi tous les enregistrements à l'export. Voilà. Et puis, j'en ai parlé après, donc tout ce qui est montage de laboratoire et d'unité de production. Donc là, ça va discuter de l'architecte, l'électricité, la plomberie, les résines de sol, jusqu'aux machines qu'on va mettre à l'intérieur. Et là où je me démarque par rapport à pas mal de gens, c'est que moi, je m'emmerde à aller chercher du matériel d'occasion. J'ai tout un réseau qui va chercher du matériel d'occasion. Il faut être réactif, hein, parce que c'est un marché qui est tendu. Il y a du matériel qui est plus tendu que d'autres en termes de recherche. Mais voilà, je m'emmerde à ça. Et effectivement, aussi tout ce qui est mise en place, des bonnes pratiques de fabrication, donc même pour des savonniers. Là, je suis en train de le faire pour un couple de savonniers dans le sud de la France, jusqu'à des usines de 250 personnes. Voilà. Donc, on s'adapte. Voilà, on s'adapte. Et c'est vrai que par rapport à pas mal de laboratoires, là aussi où j'arrive à tirer mon épingle du jeu, c'est que j'ai pris le parti d'accepter de travailler avec des porteurs de projets qui ne connaissent rien à la cosméto, et donc du coup d'avoir ce côté entre guillemets pédagogue et éducatif entre guillemets dans le développement d'un produit. Alors oui, ça nous prend plus de temps, mais je trouve ça tellement intéressant, et plutôt que oui, c'est sûr, quand je travaille pour des grands groupes internationaux, c'est plus facile. Les gens qui sont en face de moi, ils savent faire un dev produit, ils savent que c'est un prix de revient. Des fois, je parle un truc et les gens, ils ne savent même pas qu'il faut donner de l'argent au bon marché parce qu'ils veulent vendre au bon marché. Donc, on part vraiment de loin, quoi. Voilà. Donc, mais c'est aussi ça qui me plaît, quoi. Voilà. Voilà pour à peu près la présentation de la société. Donc, je ne sais pas s'il y a des choses des questions ou autres. Voilà, je sais pas. Ouais, moi j'ai une question, Gaëlle. Oui. Allez, non, mais j'étais là depuis tout à l'heure, mais comment tu conditionnes? Alors aujourd'hui, nous, effectivement, nous, on ne fabrique pas. Je ne dis pas qu'un jour, je ne vais pas le faire. L'agrandissement fait que je vais intégrer une petite partie Condi, avec Condi, mais dédiée aux vraiment petites séries pour démarrer sur, je sais pas, 100, 200, 300 pièces pour amorcer la machine ou pour faire des campagnes modules ou des trucs comme ça. Après, moi, je travaille aujourd'hui avec un réseau de sous-traitants, alors avec qui je ne suis pas marié. J'ai déjà mon épouse, ça me va très bien. Non, aujourd'hui, je travaille avec des sous-traitants qui peuvent me permettre de démarrer de 250-500 pièces. 250 plutôt sur du produit corps, 500 sur du produit visage, y compris en maquillage. Hein, j'arrive à démarrer des fois sur du 500 rouge à lèvres.
ce qui est hyper challengeant, jusqu'à des millions de pièces en bio, en conventionnel, en naturel. Enfin, après, tout dépend du cahier des charges du client et que en Made in France. Je ne fais que du. Et donc, en fait, tout le réseau que j'ai créé, en fait, que ce soit donc il y a tout ce qu'on fait nous, tant mieux, on gagne notre vie. Mais après, derrière, moi, je ne suis pas marié avec les sous-traitants. C'est-à-dire que demain, tu me dis, tiens, j'ai mon sous-traitant, il habite à côté de chez moi, je veux bosser avec. Nous, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire qu'il faut juste qu'on discute avec lui au démarrage du projet pour connaître les contraintes industrielles. Parce que c'est bien, hein, la paillasse, on fait des miracles. Mais il faut que ça soit industrialisable derrière, même si c'est de la petite série, il faut quand même qu'on puisse l'industrialiser. Donc voilà, alors, je travaille avec des gens dans l'ouest de la France, dans le sud-est, que ce soit en parfumerie, en savonnerie. Et que France alors du coup, où tu as des partenaires qui sont également… Il y a juste un sous-traitant, mais c'est sur les aérosols, donc c'est des produits un peu plus spécifiques. Les gens qui font des petites séries aérosols en France, je les connais bien parce que du coup, on n'était pas beaucoup à en faire des aérosols dans le monde. Hein. Donc forcément, je les ai rencontrés. Et ceux qui font des petites séries en France, excusez-moi du terme, c'est des guignols. Voilà. Et donc, je travaille avec des Espagnols, là, pour le coup. Mais sur les aérosols, faire de la petite série, c'est compliqué, quoi. Parce que du coup, démarrer la machine, ça coûte extrêmement cher. Donc, souvent, on est à 2-3 000 pièces, quoi. Voilà. Et puis, après, il y a des gens qui viennent avec juste du vrac. Je peux te trouver qu'un conditionneur. Voilà. Et en fait, tout le reste du réseau, que ce soit aussi pour la sérigraphie, pour les packaging, les designers, enfin tout ce qui va tourner autour d'un développement produit, j'ai des contacts là-dedans, y compris pour de la petite série ou pour des porteurs de projets pour pas qu'ils se fassent assassiner, comme je disais tout à l'heure, à démarrer. Ah ouais, ils sont super tes packaging. Ouais, il faut que tu en achètes 10 000. Ah ouais. Ah non, en fait, il y a peut-être des solutions intermédiaires. Certes, ça va coûter plus cher d'en acheter 500 que 10 000 à la pièce. Mais voilà. Tout ça, en fait, l'idée, c'est vraiment si nous, on ne peut pas aider, de trouver la solution porteur de projet. Voilà. Donc, moi, il y a plein de porteurs de projets que j'ai accompagnés qui ne sont jamais devenus mes clients. Jamais. Mais c'est pas grave. Ils parlent de moi aussi. D'accord. Il y avait une question, Marie-Noël, tu peux la poser, ta question? Ouais, merci Gaëlle, par contre. Oui. Merci. Oui, alors bonjour Gaëlle. Moi, c'est juste pour savoir, est-ce que vous faites aussi des produits cosmétiques capillaires? Ouais, on fait du capillaire. Du complément alimentaire? Un complément alimentaire, non, ça sort de mon champ de compétences. Mais pareil, j'ai 2 personnes à recommander pour les compléments alimentaires. Alors, soit sur de la gamme blanche pour le coup, soit sur du développement. Donc, ça dépend ce que la personne cherche. Mais par exemple, on épaule une marque là aujourd'hui dans le capillaire qui, effectivement, d'un côté veut faire des compléments alimentaires et de l'autre côté, nous, on fait la gamme cosmétique. Et donc, du coup, on discute avec le laboratoire de compléments alimentaires pour avoir une cohérence en termes d'ingrédients qu'on utilise, etc. Alors, sachant que ce n'est pas forcément tout le temps les mêmes propriétés entre ce qu'on va ingérer et ce qu'on va mettre vraiment sur la fibre capillaire ou sur le cuir chevelu. Mais oui, on travaille pour pas mal de marques de capillaires, des toutes petites comme des beaucoup plus grosses. On a travaillé sur du capillaire afro, on a fait du défrisage, on a fait du lissage brésilien. Enfin, voilà, on a fait vraiment pas mal de choses. Des leave-in, après des choses plus classiques, des shampoings, des après-shampoings, des masques. Là, il y a toute la folie des shampoings solides. Voilà, on est dedans. Après shampoing solide, on vient d'en lancer un aussi. Voilà. Shampoing poudre aussi. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça où il n'y a pas d'eau. Pas d'eau, pas d'emmerde, pas de conservateur. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Le jeu des questions-réponses, là. Après, si tu veux, je peux essayer avec mon ordi portable de vous montrer le labo, qui aujourd'hui est petit, hein, mais qui va tripler de volume. Si tu veux, je peux essayer. D'accord. Écoute. Parce que j'avais prévu de le faire avec le téléphone, mais vu que tout à l'heure, ça ne fonctionnait pas. On va voir si ça marche. Oui, non, mais bon. Alors, est-ce que vous entendez encore là? Je suis passé sur le Wi-Fi là. Vous m'entendez encore ou pas? Oui, ça va, on m'entend. Ouais, c'est bon. Alors.
Hop. Bon, c'est avec un étage. Hein. Hop. Alors, je vais essayer de tourner comme ça. Donc là, c'est plutôt l'antre de tout ce qui va être make-up. Hein. Donc, il y a toutes les nacres voilà, qui traînent ici. Hein. Les nacres, les cires, etc. Donc ça, c'est l'antre de Maëlle qui fait toute la partie formulation maquillage. Donc effectivement, là, donc ça, c'est les agitateurs de laboratoire. Ici, pareil, on a une centrifugeuse également, un bain-marie pour tout ce qui est pour caler bien les températures de coulage. La centrifugeuse, donc c'est pour les émulsions, pour vérifier la stabilité immédiate des émulsions. C'est-à-dire que s'il y a une émulsion qui ne tient pas à la centrifugeuse, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Hein. Ça ne tiendra pas à l'étuve. Donc encore des agitateurs. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, hein, parce que du coup avec l'ordi, j'ai du mal à voir. Voilà. Donc après, ça c'est la paillasse de tout ce qui est appareil de contrôle. Donc il y a viscosimètre. Donc ici le viscosimètre en premier. Je ne sais pas si vous voyez là. Ensuite juste à côté en bleu, c'est pour vérifier les points de fusion donc des rouges à lèvres par exemple ou des cires, pH mètre. Donc balance de précision. Et là juste derrière. Ça, c'est pour vérifier, donc c'est un réfractomètre, hein, ici, le petit appareil blanc, pour vérifier les indices de transparence quand vous êtes sur un gel douche, une lotion, etc. Pour voir si, quand on fait l'étude de stabilité, voir s'il y a un trouble qui va apparaître ou pas dans votre lotion, dans votre tonique, dans votre gel douche. Donc voilà. Ici, c'est le nerf de la guerre. La station de traitement de l'eau, c'est là où je mets le plus d'argent, c'est ici. Parce que mine de rien, dans la cosmétique classique, il y a beaucoup d'eau. Et rien qu'une petite cartouche comme ça de stérilisation, c'est 200 balles. Voilà. Et ça, c'est à peu près 800 €. Il faut la changer régulièrement. Donc voilà, ça c'est vraiment un truc que je fais très très attention, comme le lait sur le feu. Donc voilà, après il y a encore d'autres agitateurs. Donc là, on en a pas mal. Hein. Je vais en racheter d'autres du coup dans l'extension du laboratoire. Et donc après, il y a les étuves pour tout ce qui est vieillissement accéléré. Donc il y a une étuve à 40, une étuve à 50. Donc ça, c'est les études de stabilité. Une fois que la formule elle est validée, on fait l'étude de stabilité. Après, je pourrais peut-être développer, si tu veux, on va dire toutes les étapes un peu du développement produit. Je n'entends plus, je ne sais pas. Vous m'entendez? Moi, j'entends. Moi, je t'entends. Oui, Hein. c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Oui. Donc là, pareil, on fait aussi de la stabilité frigo, hein, congélateur en fonction des pays. Typiquement, congélateur, dès qu'on va faire des produits pour la Russie, c'est stabilité à la congélation aussi. Donc voilà, après, bon, il y a toutes les matières premières qu'on utilise. Hein. On a des centaines et des centaines. Hein. Donc là, c'est des huiles, des beurres, des cires. Il y a tout ce qui est émulsionnant, gélifiant. Enfin, il y en a pas mal. Donc voilà. Donc voilà, c'est un laboratoire aujourd'hui assez classique. Hein. On n'a pas réinventé la poudre avec le matériel. Hein. L'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose de fonctionnel. Donc là, je vais faire… Aujourd'hui, j'ai 8 mètres de paillage. Je vais passer à plus de 30. Donc on va pouvoir mettre… encore plus de projets, encore plus de monde, donc c'est cool. Moi, je suis content de pouvoir. Donc après, là, c'est toute la partie plus bureau, open space. Donc il y a aussi l'aspect réglementaire. Donc on est équipé d'un logiciel qui s'appelle. Je vais redescendre du coup en bas. Je ne sais pas s'il y a des questions avant que je redescende, si vous avez des choses que vous vouliez voir ou des interrogations au niveau du labo. Moi j'ai une question. Vas-y, Maïté. T'as pas besoin de mettre de l'inox en fait, toi, dans ton labo sur les tables de travail. Alors, moi, c'est des paillasses en verre. D'accord. C'est du verre émaillé, si tu regardes. Voilà. C'est du verre émaillé. Donc, mais moi, je ne fais pas de production. Je ne suis pas une unité de production. Quand je vais fabriquer, si je monte une petite unité pilote, fabrication, et ça, je pourrais, le cas échéant, quand j'aurai déménagé et installé, peut-être refaire une vidéo avec la maison de la cosmétique. Ou faire carrément organiser une visite si vous voulez venir jusqu'en Bretagne. C'est prévu, c'est prévu. Nous, à l'échelle R&D, en fait, parler. on doit être propre, on doit désinfecter, etc. Hein, mais on ne fait pas de production. C'est-à-dire qu'on n'est pas agréé pour faire de la prod. C'est-à-dire que quand tu fais de la prod, tu dois te déclarer aux autorités, à la NSM entre autres. Hein, et aujourd'hui, moi, je ne suis pas obligé d'avoir je pourrais avoir du carrelage. Après, moi, j'ai pris du verre parce que c'est ce qui est le plus facile à entretenir. Mais voilà. D'accord. Merci. De rien. Et par contre, oui, si tu fais de la production, mais même l'inox n'est pas une obligation. Hein. Aujourd'hui, ce que te dit les bonnes pratiques de fabrication cosmétique, c'est vraiment, tu dois avoir des surfaces facilement nettoyables et désinfectables.
Ok. Voilà. C'est juste ce que te dit les BPF. Mhm. Donc après, Ok. bah, à toi d'interpréter ce que tu en penses au niveau des BPF. Est-ce que c'est facilement nettoyable et désinfectable en fonction des outils que tu utilises, quoi. Mhm. Et nous, encore une fois, on est à l'échelle R&D. Donc après, toi, quand on fait les échantillons pour envoyer en test microbio, etc., forcément, bah, tout est désinfecté à l'alcool, le matériel, les béchères, les surfaces, tout, quoi. Mhm. D'accord. Donc, il y a une question d'Acita. Acita, tu peux la poser, Oui, ta question? j'entends Oui, pas. Bon, désolée, je vais... désolée. Je suis dehors. Oui. Bonjour. Alors, en D'accord. fait, je pense que j'ai pas tout compris. Alors, vous êtes un laboratoire, Oui. mais vous ne faites pas d'unité de production, uniquement des tests, c'est ça? Non, nous, on développe les recettes, les formules, et après, on les fait industrialiser. Qu'est-ce que vous entendez par on les fait industrialiser? Ben, c'est-à-dire que derrière, aujourd'hui, quand vous allez commander, je ne sais pas, 500 crèmes, etc. Nous, on ne les fabrique pas. Nous, on crée la recette, on crée la formule. On donne cette formule-là à un laboratoire de production D'accord. qui va vous la produire à 500 pièces. D'accord. Ok. Je savais pas qu'on dissociait les deux, en fait. Je pensais qu'un Alors, laboratoire. en fait, la plupart, il y a certains, hein, aujourd'hui, c'est aussi pour ça que moi, je veux intégrer une petite partie prod. Il y a pas mal de sous-traitants aujourd'hui ont leur propre laboratoire. La seule différence, c'est qu'ils vont d'abord essayer d'utiliser les matières premières qui sont déjà en stock. Donc, ils vont être peut-être un peu moins enclins à aller faire des choses un peu plus innovantes. Ou alors, ils vont essayer de vous faire passer la pilule. Tiens, non, maintenant, Tactiflay, elle est bien mieux pour toi, hein. Parce qu'ils l'ont déjà en stock et ça leur va bien plutôt que d'en référencer un nouveau. Nous, en fait, on travaille à l'inverse. C'est que je travaille avec des partenaires qui acceptent de référencer de nouvelles matières premières à partir du moment où on a choisi les matières premières en fonction des volumes des clients. Voilà. D'accord. Ok. Par exemple, je ne vais pas référencer une matière première pour un client. Si il nous en faut 1 kilo à l'année, je ne vais pas acheter un produit par 25 kilos qu'au bout d'un an, on va être obligé d'en acheter 24, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Contrairement, alors, je ne dis pas que les laboratoires qui ont des usines ne font pas ça, hein. Et généralement, ils le font pour des gros porteurs de projets où ils vont développer une formule vraiment parce qu'ils savent que derrière, ils vont forcément avoir du volume. Quand tu viens et que tu es un petit porteur de projet qui va démarrer avec 500 pièces, clairement, le temps de développement pour 500 pièces ou pour 500 000, c'est le même, hein. C'est juste que derrière, ils ne vont pas gagner beaucoup d'argent. Et donc, ils vont se dire, bon, attends, soit apprends ce qu'on lui propose, soit passe ton chemin, quoi. Et c'est vrai que nous, on travaille à l'inverse, c'est qu'on va travailler vraiment en fonction du cahier des charges du client, coller à 100% à ses exigences, que ce soit en termes de marketing, de toucher, et encore une fois, aussi, comme je disais tout à l'heure, de contraintes économiques. Parce qu'aujourd'hui, c'est bien d'avoir 500 pièces, mais si vous payez ça 10 euros, bon, ça ne va pas vous aller, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Bon, top. Merci beaucoup. De rien. En tout cas, moi, je serais ravie de visiter votre labo en Bretagne. Faut venir, hein, faut venir. Mais j'ai plein de clients qui viennent, hein. Il y a plein de clients qui viennent. D'accord. Ok. Voilà. Vous avez d'autres questions? Oui, moi, c'est par rapport d'ailleurs à la dernière question, si je peux, hein. Gaëlle, tu as dit que, bon, pour le moment, tu ne fais pas de production, c'est juste, hein, Oui. mais que tu avais… Pardon? Oui, c'est ça. Mais que dans le futur, tu avais peut-être l'intention justement d'en faire un petit peu. Donc, ça veut dire que, par exemple, je pourrais venir un jour et dire, tiens, voilà, tu m'as fait ce produit-là, seulement, voilà, j'ai plus le temps, j'arrive pas à le produire, et je pourrais te demander donc de faire le produit à ma place, pour en faire 500 pièces, par exemple. Oui. Et ensuite, tu pourrais l'envoyer en Suisse. Ça oui. se ferait? D'accord. Aujourd'hui, oui. Après, je te fais une palette, un colis, j'en sais rien, ça dépend de la taille, mais après, ça repart de l'autre côté, quoi. D'accord. Mais là, dans l'occurrence, toi, tu aurais le Made in France. Tu n'aurais plus le Made in Suisse. Ah ouais. Et puis à la frontière, je ne sais pas s'il y aura sûrement des taxes aussi, j'imagine. Bon, je sais pas. Après, tu as les trucs de. Oui, tu as les douanes, hein, forcément. Mais aujourd'hui, en fait, si tu veux, moi, quand je développe des formules aujourd'hui, voilà, comme aujourd'hui, je développe la formule, c'est mon gagne-pain. La réglementation, c'est mon gagne-pain. Mais voilà, c'est tout. Il n'y a que là-dessus, en fait, où je gagne ma vie. C'est-à-dire que derrière, moi, que le client il fasse 500 pièces ou 500 000, je ne gagne pas plus d'argent.
C'est-à-dire que, donc moi, c'est pour ça que je passe énormément de temps sur la partie cahier des charges, à conseiller les porteurs de projets, notamment les novices. Parce que moi, le but du jeu, c'est pas de faire un one-shot, ça ne m'intéresse pas. C'est que moi, le but du jeu, c'est que derrière, ils ont bien fait leur calcul de prix de revient, ils ont eu le prix qu'ils souhaitaient pour être avec des niveaux de marge corrects et derrière, en gagner leur vie. Et donc, du coup, s'ils en gagnent bien leur vie, ils vont bien se développer. Et s'ils se développent bien, peut-être qu'ils reviendront chez moi pour faire des développements. Et moi, c'est vraiment dans cet esprit-là que je fonctionne. C'est comme tout ce qui va être test, par exemple, tous les tests extérieurs, tests d'innocuité, microbiologie, efficacité, etc. Je ne vais pas dire quasiment tous les labos prennent des marges dessus. Moi, j'ai décidé de ne pas le faire. Voilà, j'ai décidé de ne pas le faire. Alors, ça les embête, clairement, pour être très clair. Et aussi, moi, le but du jeu, je suis vraiment un passionné de la cosméto, j'adore ça. Et je ne veux pas que les gens ils ne lancent pas parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour tel ou tel test. Donc, aujourd'hui, et je ne veux pas non plus avoir, entre guillemets, à me dire, tiens, je vais lui fourguer un test, comme ça, je vais gagner 100 balles, 200 balles par là. J'ai rien à gagner. C'est-à-dire que moi, si je demande que les tests soient faits, c'est que la réglementation l'impose. C'est comme je travaille avec deux toxicologues qui aujourd'hui sont des toxicologues indépendants. Pareil, ils ne sont pas rattachés à des boîtes de tests. Parce que du coup, des fois, moi, je me suis retrouvé des fois avec des toxicologues. On se demande s'ils ne demandent pas des tests pour alimenter la boîte de tests. Voilà. Donc, moi, je travaille qu'avec des gens indépendants, des gens que je connais pour la plupart depuis plus de 10 ans, voire 15 ans pour certains, en qui j'ai confiance. Et voilà, c'est l'idée, encore une fois, c'est toujours pour que ça soit bénéfique aux porteurs de projet qui lance sa gamme sereinement avec des bons prix, des bons niveaux de marge. Et si ça se développe bien, écoute, cool, ils reviennent chez moi pour faire des nouveaux développements. Voilà. Et quand j'oriente vers tel ou tel sous-traitant, là, c'est pareil. Comme je disais tout à l'heure, je ne suis pas marié avec eux. Donc, aujourd'hui, que j'aille chez l'un, chez l'autre ou chez le vôtre, moi, ça ne me change pas la vie. Je n'ai pas forcément de commission là-dessus. Les seuls moments où j'ai des commissions, et je joue en toute transparence là-dessus, c'est quand les gens me demandent de la gamme blanche. Fucking gay. Allô? Quoi, ça? Oui, j'entends pas. Allô? Vous m'entendez? Attends, il y a deux personnes là qu'on a admis et j'ai l'impression que… comment il s'appelle? Niga. Sandrine? Ils sont Ouais. toujours. Ouais, je suis là. Il y a deux personnes qui ont été admises là et… Il y a Stacy Stanley et Mike Rochburn. Ouais. Qui n'ont rien à voir ici. Ah, T'as moyen de les supprimer ou pas? ouais. Qui d'autre? Ok, merci. Non, c'est bon. C'est bon. Merci. Désolée Gaëlle, c'était… Non, pas de souci. Et c'est un signe de succès si on se fait hacker. Et Stacy Stanley, vous connaissez alors? Oui, Stacy. Pardon, désolée. Et Yann aussi. Niga. Ah. C'est Rochburns, je crois. Pardon? C'est un Mike Rochburns, je crois. Ouais, mais on l'a supprimé. Théoriquement, là. Je sais pas. Bon, écoute, ouais. C'est pas bien grave. Donc, je ne sais même plus où j'en étais. Ah oui, donc effectivement, moi, l'idée, c'est de travailler avec que des gens indépendants, toujours dans le bénéfice du client. Et que. Ah bah non, Stacy Stanley. Ouais. Oh là là. Je supprime tout le monde. Non. Attends, on Non, supprime pas tout le monde, mais que tout le monde mette sa vidéo déjà. Normalement, bon, ce serait déjà ça. Ouais. On voit qui est là et ceux qui mettent pas leur vidéo sont supprimés. Allez, ça elle rigole pas. Non, mais bon, j'ai averti que des fois, il y a des bugs. Voilà, désolé. Voilà. Yvan, salut Yvan, j'ai failli te supprimer, désolé, autant pour moi. Yvan. On se connaît tous. Voilà. Moi, je suis à contre-jour, c'est pas que je cache mon identité, c'est juste que je suis à contre-jour. Voilà, bon, donc normalement, je pense qu'on est bon là, si on a balayé tout le monde. C'est bon, ok.
Merci, désolé. Ah, si tu veux, Allez, au plaisir. il y a Marie là au niveau réglementaire, c'est le top. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Mais merci Marie de nous avoir rejoints. Je pensais te contacter justement. Bon, on en parlera plus tard. Super. Allez à tous. Bon, je vous laisse continuer. Merci. Et donc, oui, non, je disais, juste par rapport au niveau de les marges, c'est effectivement quand les gens me demandent de la gamme blanche, que j'apporte un client à un labo, c'est de là que je prends les marges. Mais sinon, moi, au final, ça ne m'apporte rien, entre guillemets, que vous fassiez 500 pièces ou 500 000. Forcément, si vous en faites 500 000, potentiellement, vous gagnez de votre vie et que derrière, vous allez revenir chez moi. Donc, aujourd'hui, c'est un peu comme ça que je fonctionne. L'idée, c'est voilà, d'être complètement transparent. Je suis quelqu'un d'extrêmement direct. Je suis capable de vous dire, vous êtes en train de faire de la merde. Et ben, faudra, voilà, je le dis. Après, des fois, avec certaines personnes, ça ne passe pas. Mais je ne me changerai pas. C'est qu'au moins, il n'y a pas de non-dit. On sait où on va et il n'y a pas de surprise. Quoi. Voilà. Ok, parfait. Et donc, toi, ce que tu proposes aussi, c'est des… Tu m'entends? Allô? Oui, Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ce que tu proposes aussi, c'est des gammes. Enfin, tu donnes des idées pour certaines gammes, mais ensuite, elles sont personnalisables. Oui, ben ça, c'est toute la gamme inspiration, en fait, hein, D'accord. que l'on a créée, effectivement. Encore une fois, ce n'est pas sur des galéniques standards. Voilà, on fait un démaquillant biphase, sans eau, sans silicone. On fait, voilà, on a fait dernièrement un triphase 100% naturel. Enfin, voilà, c'est 99% naturel. On essaie de sortir des sentiers battus au niveau de la formulation. Voilà. Alors, soit ça des contraintes techniques, des contraintes de naturalité ou vraiment de la galénique innovante, ou à rechercher des matières premières qui n'existent pas vraiment en Europe. Comme là, on a toutes les matières premières autour des émulsions hélicoïdales, qui est une technologie d'émulsification venant d'Asie et qui est quasiment pas du tout utilisée en Europe. Donc voilà, on est là-dessus. Mais c'est différent de ce qu'on fait en Suisse avec Magali. D'accord. Aujourd'hui, tout ce côté personnalisation, on en fait, hein, mais c'est vrai qu'on ne part pas de base. La plupart du temps, on part de la feuille blanche. C'est 95% du temps, on part de la feuille blanche. Ok. Non, bon, c'est clair. Moi, je pense dans le futur. Hein, maintenant, je suis vraiment… je me dis, si un jour, j'ai envie de lancer un produit qui me corresponde à 100% à moi uniquement, justement. Après, moi, j'ai des clients qui font un peu des fois des mix entre des gammes déjà existantes qui vont personnaliser et puis des choses qu'ils ne trouvent pas. Là, j'ai une cliente qui cherchait désespérément une crème qui fait gonfler les seins et les fesses. Et elle n'en a pas trouvé en gamme blanche. Du coup, elle a dit il faut que je passe avec un laboratoire pour faire du dev. Et donc là, nous, on est en train de développer ce genre de produit. Quoi. Parce que c'est sûr que ce n'est pas des produits qu'on trouve facilement en gamme blanche. Quoi. Voilà. Ok, super, merci. Moi, j'ai une question, Gaëlle, si je peux. Ouais. En fait, je me demandais, est-ce que c'était pour avoir, du coup, toi, comme tu gères les formulations, les cahiers des charges, etc., est-ce que tu as beaucoup de contraintes sur les blacklists d'ingrédients encore ou tu sens que ça se tasse un petit peu? Aujourd'hui, en fait, si tu veux, au niveau des blacklists, et ça, moi, c'est quelque chose qui me gêne au niveau des porteurs de projets, c'est qu'ils n'ont plus envie de se donner un ADN à leur marque vis-à-vis de leur engagement au niveau de certaines matières premières. Aujourd'hui, c'est OK application. Voilà, c'est ça mes blacklists. OK Yuka, OK Clean Beauty, etc. Donc avec toutes les dérives que tu peux connaître, hein, Marie, sur ce genre de choses. Je connais ton avis sur le sujet. Je pense qu'on le partage. Voilà, aujourd'hui, moi, c'est ça qui me gêne. C'est qu'aujourd'hui, en fait, les gens ne se posent plus la question de se dire tiens, je ne veux pas mettre telle matière première parce que, effectivement, il y a une suspicion de perturbation endocrinienne, une suspicion de cancérigène mutagène, etc. Non, c'est juste parce que ce n'est pas bien et que ce n'est pas bien noté. Et on ne sait pas pourquoi. Donc, moi, aujourd'hui, c'est ça mes blacklists. Mais pas que pour des petits porteurs, hein, même les grosses marques. Hein. C'est plus ça. Après, c'est vrai que bon, on est tous. Après, maintenant, si on veut dire, quand tu fais des cosmétiques naturels, on te demande la plupart du temps maintenant d'être conforme à l'ISO, etc. Bon, déjà, tu as déjà pas mal de matières premières qui sautent naturellement. Hein. Les silicones, ils sautent, les pegs, ils sautent, enfin, des choses comme ça saute. Hein. Donc, aujourd'hui, il commence à avoir des bonnes alternatives en naturel. Pas pour tout. Dans le capillaire, c'est plus compliqué, par exemple. Voilà.
Ouais. Et tu arrives quand même parfois à justement dialoguer sur les blacklists et à laisser, enfin, tu vois, assouplir les blacklists ou pas? Ou ils sont un peu fermés là-dessus? Bah, c'est-à-dire que la plupart du temps, quand j'arrive à assouplir la blacklist, c'est qu'il y a une contrainte technique. Par Mm. exemple, quelqu'un qui te demande un SPF 50 plus, 100% naturel, sans dioxyde de titane, sans zinc, bah, je ne sais pas faire, moi. Voilà, je ne sais pas faire. Ou alors qu'avec du zinc, d'oxyde de zinc. Là, je fais oui, non, mais là, on n'arrivera pas parce que l'oxyde de zinc, il est limité en pourcentage. Si tu arrives à un SPF 30, déjà, ça sera bien. Voilà. Mais, mais non, après, souvent, après, il y a ça dépend aussi des gens que tu as en face de toi. Hein. Il y a des gens qui te font confiance en tant que labo. Ils viennent chercher les compétences techniques. Ils viennent chercher les compétences techniques et du coup, bah, on vient effectivement essayer d'expliquer. Là, par exemple, il y a une cliente, elle voulait absolument du cosmos organique. J'ai dit, mais aujourd'hui, ta matière première principale, elle n'est pas cosmos organique. Donc, je ne pourrais pas le faire. Ce n'est pas possible. Alors, même si tu peux payer un peu plus cher, EcoCert, tout, etc., et on sait que des fois, ça peut passer comme ça, réglementairement parlant, ça ne peut pas passer. Donc, bon, bah voilà. Mais souvent, c'est sur des contraintes techniques que j'arrive à faire évoluer. Sinon, Ouais. après, c'est souvent que tu finis, bah, faut que ça soit OK l'application. Et oula, un, deux. Est-ce que parfois ça te bride un peu niveau enfin, voilà, texture, innovation, etc. sur des demandes où il y a des choses que tu ne peux pas faire à cause de ces blacklists-là ou pas? Ouais, il y a quand même des choses qui sont assez limitantes. Même si on arrive maintenant avec l'expérience qu'on a au labo, bah, être assez malin pour coller de plus en plus aux textures. Sincèrement, la plupart du temps, là où on est coincé, c'est vraiment dans le capillaire. Pour avoir vraiment du ressenti ou alors dans du solaire pour avoir des textures qui sont pas grasses, pas blanches, etc. Après, dans le soin, aujourd'hui, on arrive vraiment à faire des choses. Là, on commence à faire vraiment des belles choses en naturel, aussi en make-up. Mais par contre, toi, tu veux faire du non-transfert en make-up naturel, bah, ce n'est pas aussi performant qu'un non-transfert conventionnel, quoi. Donc, il y a encore aujourd'hui des barrières techniques qui ne font que… Donc, effectivement, on n'a pas le produit idéal, quoi, en termes d'efficacité. Et des fois, c'est un peu frustrant parce que tu te dis, merde, OK, on pourrait juste mettre ce petit polymère. C'est pas beaucoup, on en a un tout petit peu. Pour qu'on ait vraiment le produit idéal, on est toujours à des pourcentages assez élevés de naturalité. Mais le client, parce que bah, voilà, c'est dans sa blacklist ou parce que les applications n'en veulent pas. Et du coup, bah, des fois, c'est un peu frustrant, ouais, je te l'avoue. Ouais. D'accord. Donc, il y a un message de Yvan. Yvan, est-ce que tu as moyen de dire ce qu'il en est ou Alors, Yvan, il est aux Antilles. Ah. Alors, et il va… en fait, il a participé, pour le présenter, hein, il a participé à notre premier hackathon. Et il a fait partie des deuxièmes gagnants qui voulaient lancer… Yvan, tu peux parler Oui, ou pas? ouais, Yes. bon, c'est bon. Voilà, bah, vas-y. Moi, j'entends bien. Bonjour tout le monde. Et donc voilà, moi c'était sur un projet de solaire un peu naturel. Et sachant que voilà, la contrainte texture est très très importante. Et donc, comme vous avez parlé du SPF 50 naturel, je me demandais si on vous demandait beaucoup ce genre vous avez beaucoup de demandes de ce type. Bah, aujourd'hui, on a beaucoup de demandes oui, de solaire naturel qui vont respecter les océans, etc. Alors, sans nano, etc., sans traces blanches, etc. Bon, aujourd'hui, en naturel, il n'y a pas 36 solutions. Aujourd'hui, il y a 2 matières premières qu'on a le droit. C'est le dioxyde de zinc, l'oxyde de zinc et le dioxyde de titane. Bon, il y a des astuces pour éviter un peu l'effet plâtre quand on arrive sur des hauts SPF, mais ce n'est pas non plus en naturel. Aujourd'hui, il y a encore pas mal de barrières. Ou alors, on arrive avec des trucs qui ne vont pas avoir des bons étalements, etc. Ouais, c'est pas… Aujourd'hui, clairement, c'est compliqué. Formulatoirement parlant, c'est compliqué. Mais le solaire, de façon générale, c'est compliqué déjà à la base, même en conventionnel. Hein. Donc, c'est vrai qu'avec cette contrainte naturelle, sans nano, bah, on arrive vite avec des choses qui sont assez blanches.
Ou alors, après, faut trouver des boosters de SPF. Mais c'est pas. Moi, aujourd'hui, je trouve que c'est peut-être satisfaisant en termes de texture. Et à titre personnel, j'utilise du conventionnel, quoi. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, même si, entre guillemets, on stigmatise certains filtres disant tiens, c'est pas bon pour les coraux, etc. Effectivement, il y a eu quelques études qui ont été menées là-dessus. C'est peut-être plus le réchauffement climatique général de la planète qui est dangereux pour les coraux que les filtres solaires, quoi. En tout cas, ça, c'est mon avis personnel, quoi. Ah, mais si je peux me permettre d'apporter mon grain de sel, je suis d'accord avec toi, Gaëlle, parce que justement, en plus, il y a des experts des coraux qui ont publié l'année dernière plusieurs articles en disant qu'ils en avaient un peu assez que tout le monde tape sur les solaires, au lieu de se préoccuper des vraies raisons, enfin des raisons principales de la mort des coraux. Et moi, je précise juste que globalement, même les filtres minéraux en études en labo, c'est délétère aussi pour l'environnement marin et les coraux. Tout est une question, c'est toujours ce qui est important en cosmétique, c'est la formule finale. Donc, ce qui va être plus important au final, c'est d'avoir une formule qui est très peu soluble dans l'eau pour éviter la dispersion des filtres. Mais au final, moi je dis toujours la seule protection solaire qui ne pollue rien, c'est la combinaison intégrale. Voilà. Le chapeau, les fringues, la combi ou pas aller au soleil. Mais non, mais c'est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on demande aux produits solaires des toiteurs résistants. Donc, forcément, il y a un moment, ça va se déposer quelque part, mais ça ne va pas se dégrader. Donc au final, mais pour moi, effectivement, le problème des coraux, il est ailleurs, quoi. Mais aujourd'hui, c'est les demandes qu'on a de faire du naturel, fort SPF, sans dioxyde de titane, parce qu'il est stigmatisé, à mon sens, à tort. Parce que voilà, il est stigmatisé surtout par le côté alimentaire, mais aujourd'hui, il faut partir du principe quand même que la peau est une barrière, et que quand il est, on va dire, pas en taille nanométrique, à la limite nanométrique, on pourrait se dire, allez, on applique un principe de précaution, et encore aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de choses qui sont prouvées. Je pense que Marie pourra le dire également. À part appliquer ce principe de précaution, aujourd'hui, c'est pas dangereux, quoi, le titane. Mais bon, aujourd'hui, me demander moi du solaire sans filtre solaire, on m'en demande tous les jours, hein. Sauf que la réglementation ne permet pas. Donc, le chapeau, tu fais une gamme de chapeaux, Gaëlle, voilà. Ouais, je vais essayer de faire ça. Faut que je trouve un laboratoire pour industrialiser des chapeaux. En algues. Voilà. Le chapeau biodégradable, tu sais, quand tu l'oublies sur la plage, il se dégrade en 2 heures. C'est ça. C'est ça. D'accord, merci. Je pense que Yvan, tu as eu une réponse. Vous avez d'autres… Aujourd'hui, il y a des choses qui se font en naturel, juste pour finir avec le solaire naturel. Bon, après, ça ne sera jamais aussi performant en termes de sensorialité, j'entends, que des produits plus conventionnels, parce qu'on est limité en nombre de matières. On n'a que 2. Il y en a qui ont essayé, effectivement, avec l'huile de Karanja, de dire, voilà, le Karanja, seul, ça a une filtration d'à peu près SPF 20, etc., en fonction du dosage de Karangine. Sauf qu'aujourd'hui, la réglementation, de toute façon, ne permet pas de faire du produit solaire sans filtre solaire. C'est comme j'ai eu une demande cette semaine, alors ça m'a fait marrer, de faire une huile solaire SPF 50 minérale, transparente. Alors là, je ne sais pas faire. Voilà. Mais voilà, donc c'est des contraintes comme ça, on se marre bien, hein, mais c'est pas possible. On n'est pas des magiciens non plus, hein. On peut être malin, mais on n'est pas des magiciens. Et puis je rajouterais juste que typiquement les huiles dont tu parlais, les huiles végétales à SPF, la NSM, ils sont vent debout contre ces produits-là. Donc c'est très 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 dangereux de jouer avec ça. Nous, on travaille pour une grande marque de cosmétiques là, qui nous fait faire sa gamme solaire. C'est la première des questions parce que j'étais surpris que ça n'apparaisse pas dans leur blacklist, en fait, l'huile de Karanja. Et c'est vraiment parce qu'il y a des dispersions de Karanja avec du titane, avec du zinc, etc., qui font booster les SPF de fou. Mais du coup, effectivement, comme la NSM est un peu, comme tu dis, vent debout sur cette matière-là, j'ai dit, c'est bizarre, ça apparaît pas dans votre blacklist, messieurs, dames. Ah oui, non, oui, on a oublié. Après, on est aussi force de conseil, c'est-à-dire que en face de nous, on a beau avoir des fois même des professionnels, hein, c'est une grosse marque, hein, qui est en face de nous. On a aussi ce rôle de conseil, entre guillemets, de dire, t'es sûr que t'as pas oublié quelque chose là? Parce qu'on pourrait dire, tiens, allez, hop, ça nous arrange, c'est pas nous qui allons vendre le produit, on s'en fout. Non, c'est-à-dire qu'on a aussi ce rôle de conseiller
Après, encore une fois, ce n'est pas nous qui sommes metteurs sur le marché des produits. On ne peut être que conseiller. C'est comme quand il y a des gens qui ne veulent pas faire les tests d'efficacité. Qu'est-ce que je te dise, je ne vais pas leur mettre le couteau sous la gorge s'ils ne veulent pas faire les tests d'efficacité. Je leur explique les risques. Qu'est-ce qu'ils risquent? Ils ne veulent pas le faire, c'est leur problème, quoi. Moi, ce que je ne veux pas, c'est sûr, c'est être dangereux pour le consommateur. Voilà, ça c'est le premier leitmotiv. Si tu ne veux pas faire les innocuités, passe ton chemin, tu ne bosses pas avec moi. Voilà, ça c'est d'office. Après, quelqu'un qui veut écrire hydratant, qui ne veut pas faire le test de cornéométrie, écoute, je lui explique pourquoi il faut le faire. Et voilà, après, il sera attrapé par les fraudes et puis il assumera ses responsabilités. Nous, entre guillemets, on aura fait notre boulot, quoi. Bon, mais aujourd'hui, c'est la problématique, c'est qu'effectivement, les tests d'efficacité, ça coûte relativement cher et ce n'est pas là où les gens ont envie de mettre de l'argent. C'est dommage. Vous avez d'autres questions? Non. Alors, moi, je vais parler en termes d'ordre de prix. C'est quoi un développement formule? Quand on dit oui, un développement formule. Ça va dépendre de la complexité du cahier des charges. Aujourd'hui, basique. Si tu veux une moyenne, chez GBC, en moyenne, on est aux alentours des 4 000, 5 000 euros. Voilà. D'accord. Voilà, ça c'est en moyenne. Après, je fais des développements des fois à 1000, mais des fois j'en fais à 15 000 aussi. Quand il a fallu que je développe un Tipex pour les dents, je peux te dire que c'était compliqué. On a bossé pendant 1 an et demi sur le sujet. Le produit va sortir aux US là, en septembre, dans un premier temps, et après normalement en Europe. Mais on a mis 1 an et demi de R&D derrière, quoi. Voilà. Donc, justement, oui, à ce sujet, parce que j'avais une question sur l'innovation, j'ai réagi trop tard. Ça, c'est des trucs innovants sur lesquels tu te lances, quoi. On dirait que ça t'intéresse beaucoup. Moi, je reçois aussi la newsletter. Et travailler 1 an et demi sur un produit. Après, c'est nouveau, c'est une nouveauté sur le marché. Donc, ça, c'est le premier volet. Et deuxième volet, comment tu fais, toi, pour tes recherches? J'ai lu par-ci, par-là que tu étais sollicité pour lancer des nouveautés dans le monde entier. Et je voulais que tu développes un peu ce sujet. Moi, aujourd'hui, si tu veux, comment je fais ça? Enfin, on va dire de la veille ingrédients, j'en fais en permanence. Et puis, c'est comme un très bon cuisinier, si tu veux. Au bout d'un moment, quand il connaît plein de matières premières, il se dit, attends, mais si je mets celle-là avec celle-là, mais ça va peut-être faire un truc. Ça, c'est le côté technique. Et puis, moi, il y a des trucs aussi. Des fois, je me réveille à 3 heures du mat, en pleine nuit, j'ai un carnet à côté de moi. Et je note mes idées, quoi. Et des fois, c'est des idées complètement tordues. Hein. Il y a 1 an et demi, on a travaillé là. Alors, on commence à avoir des résultats, mais c'est un travail de longue haleine. J'avais envie de faire une cage de Faraday pour la peau pour dévier les ondes Wi-Fi. Voilà. Il y en a qui ont essayé, il s'appelait Clarence. Il s'appelait E3P, qui était que du bullshit marketing, entre guillemets. Puis peut-être qu'ils étaient un peu trop tôt dans leur démarche. Mais aujourd'hui, on commence à avoir des résultats. Je travaille avec un laboratoire universitaire à Vannes, vraiment pour dévier les ondes Wi-Fi de la peau, quoi. En fait, il commence à avoir certaines publis scientifiques qui montrent que le Wi-Fi provoque des vieillissements prématurés, de l'oxydation, etc. Donc voilà, nous, ça peut être des idées tordues comme ça. Hein. Et puis après, voilà, c'est aussi, encore une fois, on a une équipe expérimentée. Donc encore une fois, comme un très bon cuisinier, on n'est pas des magiciens, encore une fois, hein, mais c'est juste, on se dit, attends, on connaît telle matière première, de telle matière première plus tel fournisseur, pouf, et là, ça commence à faire vraiment des innovations. Donc, voilà, sauf que moi, quand j'ai vu, tiens, triphase, attends, il peut-être trouver 2 matières premières qui ne se mélangent pas entre eux. Si j'en mets une troisième, écoute, on a 99% de naturel, c'est cool, quoi. Et aujourd'hui, on a fait un sérum triphase naturel pour encore une fois, on n'est pas magicien. Par contre, on est à l'écoute du marché, à l'écoute de la technique. On est à l'écoute aussi des matières premières qui sont novatrices, parce que ce n'est pas que nous. Hein, ça que derrière, il y a aussi tous les laboratoires qui créent les matières premières, qui eux aussi sont très innovants, les actifs, etc. Des nouvelles voies qui sont vraiment en amont de nous. Nous, on n'est que les utilisateurs, hein, les humbles utilisateurs de ces matières-là. Et effectivement, derrière, de savoir, entre guillemets, orchestrer tout ça pour que ça fasse un produit qui sorte de l'ordinaire. Et c'est vrai qu'on travaille, par exemple, avec des cellules innovation ou même en plus des cellules innovation de très grands groupes parce qu'en fait, on a l'audace d'aller aussi sur des territoires où eux, ils ont peur d'aller, quoi.
Donc, on est beaucoup plus flexible. On a gagné un projet pour une très grande marque qui a plus de 100 ans parce que ça faisait 6 mois que leur laboratoire a été briefé et moi, on m'a laissé 4 jours. Voilà, donc démerde-toi pour répondre. Au final, on a été plus réactifs que eux, alors qu'eux, ça faisait 6 mois qu'ils bossaient sur le sujet, quoi. Donc, mais parce que voilà, on a cette capacité d'aller. En fait, la conjugaison de toutes nos expériences, que ce soit Anne-Laure, Maëlle, moi, et puis le fait qu'on ait travaillé tous dans des univers industriels différents, avec des typologies de produits différents, des fois, on va chercher des trucs qui sont dans le parfum, dans le make-up, dans le soin, dans le capillaire, qu'on va ramener ailleurs pour créer des nouvelles textures. Donc ça, c'est vraiment… je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de méthode réelle. Hein, c'est vraiment… C'est pour ça que moi, j'ai appelé ça gamme inspiration au début, parce que c'est vraiment mon inspiration du moment. C'est un peu décousu, hein, clairement. Les premières newsletters, pour celles qui les ont reçues dès le début, c'était vraiment décousu. Je pouvais sauter du coq à l'âne dans la même newsletter. Bon, là, du coup, j'ai une personne qui s'occupe de la communication, du marketing, etc. Donc, elles essaient de structurer un peu mes idées, mais le côté créatif, tu ne me l'enlèveras pas. Hein. Donc, ça, c'est sûr et certain. Après, il faut juste le structurer et le rendre intelligible par tout le monde. Ça, c'est différent. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui, ça me parle et je retrouve vraiment ce que tu dis dans la newsletter. Et j'ai vu que tu étais sollicité, mais ça vient de toi, quoi. Aujourd'hui, il y a qui bouillonne beaucoup, qui a des idées. C'est ça que mes collaboratrices, elles m'appellent Monsieur 10 idées à la minute. Elles exagèrent un petit peu. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'idées. Et puis, c'est aussi mon côté passionné. C'est que je suis abonné à une Google Alert. Dès qu'il y a le mot cosmétique qui sort dans le monde, je lis, en fait. Donc, il y en a des mots. Voilà, donc, je suis un ultra passionné de la cosméto et j'adore ça. Et quand je fais des choses, je ne les fais pas à moitié. Et forcément, à force de lire, tu vois des trucs, tu vois des tendances et ça te donne des idées. Mais des fois, ça peut être en visitant un monument, etc. Ah putain, oui, ce truc, machin. Et voilà, ça peut venir de n'importe où. Aujourd'hui, beaucoup, effectivement, des premières innovations qui sont sorties, des innovations, des inspirations, qui ne sont pas toutes des innovations, faut être honnête aussi. C'est juste de mettre en avant des choses qui ne sont peut-être pas mises en avant comme il devrait l'être, à mon sens. Ça vient pour l'instant, effectivement, ça vient de moi. Mais aujourd'hui, il y a quand même des choses. Tout le maquillage, ce n'est pas moi. Hein. Là, tout au niveau du soin, en fait, on fait des brainstorming régulièrement, nous en interne, pour se dire, voilà, 2 à 3 fois par an. Et là, à partir de septembre, ça va se structurer et on va encore passer la vitesse supérieure à ce niveau-là. Donc, pour proposer pas un seul produit, mais peut-être 2, voire 3 par newsletter, pour être vraiment encore plus inspirant, plus percutant. Et aujourd'hui, j'ai même des marques en fait, qui n'ont jamais demandé d'échantillons ou quoi que ce soit via la newsletter, mais qui se disent « Oh putain, le petit laboratoire breton, il se bouge le popotin, ça vaut peut-être le coup de les rencontrer. » quoi. Et j'ai eu quand même pas mal de laboratoires que j'ai captés comme ça aussi, en leur montrant qu'on était capable d'être à la fois innovant, flexible et réactif. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'indie brands, beaucoup de jeunes marques qui veulent lancer beaucoup plus vite que les grands groupes, et il faut aller vite, quoi. Et alors aujourd'hui, il y a des délais qui sont incompressibles. Hein. On ne lance pas les produits en 2 mois. Hein. Il y a des labos qui font ça. Moi, je ne fais pas ça. Il y a les temps de stabilité, les temps de compat. Ça, c'est 3 mois. Je ne déroge pas. C'est 3 mois, c'est incompressible. Tu as ton mois de tox derrière, un peu de temps pour formuler avant, un peu de temps pour industrialiser derrière. En moyenne, nos développements, on les fait entre 8 mois s'il n'y a pas de test d'efficacité, 7-8 mois si on ne fait pas de test d'efficacité. Voilà. Le fait aussi d'avoir sur des projets, on va dire qui sont, je ne vais pas dire simples parce qu'il n'y a pas de projet simple parce que des fois on a des surprises, mais des projets peut-être plus classiques. Quand on me demande un type explorer les dents, effectivement, je fais d'abord une étude de FESA, ensuite j'estime le temps pour faire la formulation. C'est comme là, on nous demande un vernis à ongles biphase. Tu as déjà vu un vernis à ongles biphase? Ben non. Eh ben, nous on y va. Voilà. Donc, c'est des trucs comme ça qu'on travaille. Et puis après, oui, si on veut prendre 0 risque, c'est ce qu'on dit, hein, c'est une règle qui est un peu immuable au niveau du développement produit. C'est la règle des 3, 6, 9, 12, hein, 3 mois de dev, 3 mois de stabilité, 3 mois de test innocuité, microbio, etc. Et 3 mois de mise en production. Et là, tu prends un risque quasi nul, quoi, en termes de… Et faire quoi, voilà. Ouais. Voilà. Mais aujourd'hui, moi, j'ai des gens, et c'est pour ça, par exemple, un laboratoire comme nous ne peut pas travailler avec l'Asie, par exemple. Nous, on ne travaille pas du tout avec l'Asie
Parce que quand je rencontre des Chinois alors, je travaille un peu avec les Japonais ou les Coréens qui ont déjà un peu plus cette approche de développement produit. Et encore, les Coréens, c'est compliqué parce qu'ils ne se posent pas la question. Eux, ils lancent et ils voient la stabilité après. En fait. Mais je ne travaille pas du tout, par exemple, avec la Chine parce que quand je vois les gens, ils veulent tout de suite pour hier. Et ça, je ne fais pas. Et je ne ferai pas parce que je ne veux pas mettre un produit dangereux pour le consommateur sur le marché. Voilà, c'est tout simplement ça. Merci. Moi, j'ai une question, Gaëlle. On a un stagiaire avec nous. Oui, il y a un petit stagiaire. J'ai une question sur les packaging. Est-ce que tu fais tes tests, tes challenge tests habituels, mais sur tout type de packaging ou pas? Alors nous, effectivement, d'abord, on fait tout ce qui est compatibilité classique. Les seules compatibilités qu'on ne fait pas, c'est quand c'est pour les produits pour enfants où on doit faire des tests de migration. Et là, du coup, nous, on n'est pas équipés. Donc là, je travaille avec un laboratoire extérieur français à Nantes, à Carquefou exactement, qui fait les tests de migration. Après, tous les tests de compat, oui, on les fait en interne. Après, tout ce qui va être tout ce qui est test, tu parlais des change tests, tests d'iniquité, j'externalise tout. Hein. Je ne veux pas être jugé parti sur ce genre de choses, déjà, premièrement. Et même si je le faisais, nous, en interne, entre guillemets, pour se rassurer en phase de développement, derrière, il faut passer par un laboratoire indépendant. Tu ne peux pas être jugé parti. Moi, c'est un truc, j'ai du mal à concevoir, en fait, de faire tes propres tests. C'est comme quand tu as un opérateur de production qui fait sa production, elle est forcément bonne. Tu lui dis de contrôler sa prod. Ouais, mais elle est bonne, ma prod. Pourquoi elle ne sera pas bonne? Ben non, justement, c'est pour ça que la qualité, au sens des BPF, doit être indépendante des structures de production. Parce que justement, ça doit avoir un regard complètement indépendant de la prod. Là, c'est la même chose sur la partie test. Moi, à partir du moment où je fais une formule, elle est forcément bonne. Bah non, c'est bien d'avoir un regard extérieur. C'est pour ça que j'ai décidé de pas non plus d'intégrer des personnes de toxicologie en interne. Donc, nous, on fait tous les précalculs de tox, etc., pour valider les marges de sécurité avant d'envoyer au toxicologue. On travaille en partenariat avec nos toxicologues, mais vraiment main dans la main. Hein. Mais derrière, je veux avoir un toxicologue indépendant qui va avoir un regard neutre sur le produit et qui, encore une fois, moi, des fois, ça m'embête, hein, mais tout est dans le bénéfice pour le consommateur et pour la marque. Toujours dans cet esprit d'être sécure. Quoi. Voilà. Ok, merci. De rien. Non, je pensais à ça sur de l'alu avec des doypacks, des trucs comme ça, un peu complexes. On a travaillé pour une marque de parfum. Alors, les marques que je cite, c'est les marques qui m'autorisent à les citer. Hein. Je travaille pour plus de 130 marques aujourd'hui. Donc, forcément, je ne peux pas toutes les citer. Et puis, j'ai des contrats de confidentialité. Mais une marque comme Flora Tropia qui fait des pommes potes en parfum. Hein, Karine, ouais. Karine, je lui ai fait ses pommes-potes. Hein. On les a même fait avant, avec plein de pommes-potes avant, pour voir si ça tenait avec du concentré de parfum, avec du parfum dedans. Quoi. Donc, oui, ça en fait. Ouais. D'accord. Carton. Après, sur la partie, des fois, ce qu'on me demande aussi sur la partie pack, c'est est-ce que je fais le sourcing pack pour mes clients? Alors aujourd'hui, dans ma vie professionnelle, effectivement, encore l'avantage d'avoir travaillé dans des petites structures, hein, c'est que j'ai beaucoup de contacts au niveau du packaging. Après, souvent, ça se termine, je file les contacts. Parce que moi, ce que je vais juger joli, ça ne va pas être jugé joli par toi et vice-versa. Voilà, parce que moi, ou alors, je fais vraiment le sourcing quand le brief il est extrêmement précis. Extrêmement précis. Je veux ce flacon-là avec telle sérigraphie, etc. Après, j'ai toutes les solutions, entre guillemets, enfin toutes. J'en ai beaucoup en tout cas, pour que ce soit sur du packaging biosourcé, renouvelable, recyclé, recyclable, alu, verre, plastique. Enfin, voilà. Et tes fournisseurs, en termes de packs, du coup, ils sont pas forcément français. Tu les as aussi. Je travaille essentiellement avec des interlocuteurs européens, français pour la plupart, européens sinon. Après, tu as beau des fois discuter avec des fournisseurs français, c'est pas pour ça que ça vient pas de Chine. Hein. On l'a bien vu avec toutes les pompes du gel hydroalcoolique, là, bizarrement, on n'en avait plus. Bah oui, forcément, c'était en Chine. Voilà. Donc, voilà. Donc non, après, c'est vrai c'est comme des fois, on a pas mal de demandes aussi de faire des marques avec que des matières premières françaises. Ah, c'est pas possible. Voilà. Voilà, c'est pas possible. On peut trouver des actifs, on peut trouver des huiles, on peut trouver des extraits de plantes en France.
mais des émulsionnants, ils sont tous à base plus ou moins de coco ou de palme, pour la plupart. Et ben, pour le coup, j'ai jamais vu de coco et de palme en France. Alors peut-être après, si on ouvre Dom-Tom, peut-être qu'on peut en trouver. Mais alors t'assurer que ça vienne des Dom-Tom, tu peux passer ton chemin, ça ne marchera pas. Ouais. Donc après, on a travaillé pour une marque autour d'huile de lin avec le label Origine France Garantie. Bon, là, on l'a aidé sur la partie. Ce qu'il fait surtout, c'est qu'il faut qu'elle travaille avec des sous-traitants français. On a utilisé le maximum de matières premières d'origine française. Donc, on a fait un très gros sourcing là-dessus. Les packs qui viennent de France, etc., pour avoir ce label Origine France Garantie, qui est, à mon avis, le seul aujourd'hui atteignable réellement. Après, Et c'est uniquement sur le lin, du coup. Origine France Garantie, parce qu'à la base, c'est plutôt sur des objets et du textile, non? Oui, non, mais c'est-à-dire que là, en fait, tu peux y aller jusqu'à des produits cosmétiques complets. Ouais. D'accord. Ouais, très jolie marque. Oui, effectivement. Donc voilà, bon, après, c'est des identités. Hein. Ouais, on s'est amusé à sourcer ces matières-là et à voir qu'est-ce qu'on pouvait en faire pour faire une gamme. Après, si tu fais une marque, par exemple, comme la marque Oden, qui fait que des huiles végétales ou des mélanges d'huiles végétales, c'est plus facile de faire une gamme 100% avec des fournisseurs français. Par contre, après, c'est le risque, c'est de te retrouver avec, d'accepter aussi la rupture. C'est ça aussi la problématique du naturel, en fait, aujourd'hui. C'est de dire, voilà, OK, j'ai un fournisseur, c'est le petit producteur, etc. Demain, il y a une mauvaise récolte, tu acceptes de ne plus en avoir. Quoi. Bah ouais. Donc, moi, c'est aussi ça que j'avertis, parce que des fois, les gens sont aussi dans un idéal business, commerce, marketing, mais il y a aussi des fois une réalité technique, économique derrière, dire, OK, c'est super. Marketingment parlant, tu vas réussir à l'expliquer. Il n'y a pas de souci. Oui, écoutez, il n'y en a pas eu cette année. Voilà. Sauf si c'est ton best-seller qui te fait 80% de ton chiffre d'affaires, et comment tu fais? Aujourd'hui, moi, il y a une réalité quand même économique en face. Moi, ça, je ne sais pas répondre aujourd'hui. J'ai déjà eu des demandes dans ce sens-là aussi. Ouais, c'est ce que j'avais vécu moi aussi avec les ruptures d'ingrédients. Ça, c'est une des problématiques de travailler avec du naturel et des fois avec des mono-fournisseurs ou des choses comme ça. Ouais, merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Un peu. Sinon, moi, j'en ai une. Tu avais évoqué, il me semble, que tu aidais également des entrepreneurs à monter leur usine ou leur usine de production. Leur labo, leur unité de prod, partout dans le monde. D'accord. Ok. C'est vraiment une usine de production ou c'est-à-dire que moi, j'ai monté un petit atelier de production dans un bureau parisien, dans le 9e. Donc, on arrive à faire ça dans un 9 mètres carrés. Hein. Voilà. Bravo. Voilà. Et puis, jusqu'à des usines de 250 personnes à l'île Maurice. Quoi. Donc, pour faire des produits pour les hôtels ou avec de l'ultra haute cadence où tu ne vois même pas les flacons. Donc, tellement ça va vite. Donc, aujourd'hui, oui, on accompagne les porteurs de projets. Après, c'est aussi en fonction de la taille du business. Hein. Là, je dois aller sur Orléans début août pour une marque de capillaire qui veut monter son atelier de production. Alors, il fait déjà de la prod, pas dans des bonnes conditions, donc on va juste ajuster tout ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai travaillé? J'ai travaillé aussi sur la Côte d'Ivoire. J'ai travaillé, là, je travaille avec Israël aussi sur un laboratoire. Voilà, donc l'Algérie, bien évidemment, parce que maintenant, une fois qu'on est connu un peu en Algérie, on y retourne. C'est bizarre. Voilà. Donc voilà. Non, après, j'ai fait pas mal en France aussi. Voilà, j'ai dû monter une quinzaine d'unités de production, allant du petit savonnier jusqu'à des grosses usines, quoi. Une marque qui fait un peu le buzz comme avant, quand je les ai rencontrés, voilà, on a vraiment tout refait, quoi. Tout refait. Et aujourd'hui, maintenant, ils savent exactement comment il faut faire. Ils n'ont plus besoin de moi. Enfin, en tout cas, plus besoin de moi sur cette partie-là. Mais je les ai rencontrés. Ils étaient vraiment au balbutiement de leur aventure. Je leur ai dit, mais il faut que vous mettiez dans les bonnes conditions, quoi, si vous voulez pérenniser le business. Et c'est des gens extrêmement intelligents. Et ils ont arrêté la production pendant 6 semaines. 6 semaines, puis une prod.
et on a fait tous les travaux. Ils ont tout suivi ce que j'ai dit. Et puis derrière, ils se sont fait inspecter par les différentes petites autorités sympas. Et puis, ils n'ont pas eu de remarques majeures. Enfin, il y a toujours des remarques, hein, mais rien de majeur. Mais oui, on accompagne vraiment du plan à regarder les flux, voir si ça ne se croise pas, etc. Et puis, aller ensuite chercher le matériel, comme je disais tout à l'heure, le matériel éventuellement d'occasion, et un peu partout dans le monde. Voilà. D'accord. Là, je suis en train de travailler sur une société pour presser de l'huile de ricin à chaud, là, pour faire de l'huile de carapate, pour des soins de dreadlocks. Quoi. Voilà, on se marre bien. D'accord. Dioba, pardon. J'ai l'impression que tu avais une question. Oui, j'avais une question, bonjour, par rapport au montage d'un atelier de production. Oui. Il faudrait combien pour un petit atelier? Enfin, je ne sais pas si c'est évaluable. Ça va dépendre de la typologie de produit qu'il faut fabriquer, des séries. Est-ce que c'est pour faire 500 pièces ou c'est pour en faire 5? Moi, j'ai monté un truc où on fabriquait 2 fonds de teint. Mais c'est des fonds de teint à 1 800 € le fond de teint. Bon, voilà, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir 1 800 € dans son fond de teint, quoi. Voilà. Mais tout dépend de ce que tu veux faire, en fait. Aujourd'hui, un laboratoire comme le mien, j'ai acheté pas mal de choses d'occasion. Rien qu'en matériel, j'en ai pour presque 50 000 €. Voilà. Bon. Mais ce n'est pas une unité de production. Parce que derrière, qui dit unité de production, dit aussi mettre en place les bonnes pratiques de fabrication, dit tu dois travailler dans un environnement qui est contrôlé, en termes d'humidité, de température. C'est pas juste je fais ça dans le fond de ma cuisine, ça marche pas ça. En tout cas pas en Union européenne. Après forcément dans d'autres zones géographiques c'est beaucoup plus light. Hein. Moi le truc que j'ai monté en Côte d'Ivoire, ça passerait pas en Europe. Hein. Je me suis adapté. Voilà. Je me suis adapté aux contraintes locales, à l'environnement local et aux moyens aussi de mes clients. Mais quand j'ai travaillé le truc à l'île Maurice, c'est un des plus gros sous-traitants d'Henkel pour l'Afrique. Forcément, ils se sont mis aux normes européennes. Donc, te donner un budget aujourd'hui, il faudra vraiment étudier un peu le truc un peu plus en détail. Moi, généralement, je pars toujours d'un budget neuf. Et du coup, après, de dire, voilà, on va aller chercher le matériel d'occasion, il ne faut pas que ça coûte plus de 30% du prix du neuf. Voilà. Mais c'est-à-dire que déjà, potentiellement, si la personne, parce que encore une fois, l'occasion, tu n'en as pas tout le temps. Tu n'as pas tout ce que tu cherches au bon moment. Alors, soit tu as de la chance et pouf, ça tombe et clac, clac, clac. Mais ce n'est pas toujours le cas en fait. Donc, si on a un projet, moi je fais effectivement toujours le budget en neuf et de chaque partie. Là, je suis en train d'épauler une société pareil, dans les produits un peu do it yourself, etc., maîtrisés au niveau réglementaire pour assurer Marie. En région parisienne, qui va conditionner ses propres matières premières, etc., etc. Là, c'est un budget pour 450 000 € à peu près. Mais bon, là, il y a des lignes de conditionnement un peu automatisées, il y a du coulage à chaud, il y a les cloisons, il y a plein de choses. Hein. Donc, pour te donner un budget là, le truc qu'on a fait à Paris, il y en avait peut-être pour 10-15 000 €. Voilà, mais c'était un truc pour fabriquer 2 fonds de teint. Quoi. Donc, forcément, si tu veux en fabriquer plus, il te faut une plus grosse cuve et une plus grosse machine de conditionnement. Donc, après, ça peut s'étudier. Hein. C'est pas... J'ai un certain nombre d'informations qu'il faut. C'est effectivement la taille des séries, quelle typologie de produits, combien de produits à l'année on veut fabriquer. Parce que des fois, il y en a qui disent « Je veux monter mon usine. Ouais, j'ai 50 000 pièces. Ouais, super. À l'année. D'accord. Divisé par 220 jours travaillés, ça fait plus beaucoup par jour. Ça vaut vraiment le coup de s'emmerder à monter une usine? Je ne sais pas. Voilà. Donc, il y a aussi ce calcul-là des fois à faire entre le ratio emmerde d'avoir sa propre usine et des fois de passer par un sous-traitant. Donc, ça se calcule aussi, ça. D'accord. Ok, merci. De rien. Du coup, je voulais vous demander, est-ce que du coup, après une formulation que vous ayez faite, vous faites des mini-séries de production et avec combien d'unités, par exemple, en max? Nous, sur la production avec les sous-traitants avec qui on travaille, ce que je disais tout à l'heure, on peut travailler par 250-500 pièces. Ok. 250 plus sur du produit corps, à partir du 100-150 ml.
jusqu'à 500, 1 litre, et 500 pièces sur du produit plutôt visage, quoi. Même sur du contour de l'œil, on arrive à faire du 500 pièces. Et même sur du maquillage, on arrive à faire du 500 pièces. Plus du miel sur de la poudre compacte, du fer à paupières, des choses comme ça, c'est encore plus petit. Mais c'est des quantités qu'on arrive à démarrer avec des partenaires, et des partenaires qui sont sérieux, quoi. Parce que c'est pareil, il y a des gens qui vont vous faire des petites séries. Voilà. Moi, je suis en contact avec certains pour essayer de les aider au niveau réglementaire. Ce n'est pas qu'au niveau réglementaire qu'ils ont besoin d'aide, hein. Donc, mais ils ont énormément de clients. Parce qu'ils font des 50 pièces, 20 pièces, 100 pièces. Bon, ok, ils font ça. Mais quand on regarde les conditions, ça me fait peur, quoi. Voilà. Okay. Donc voilà, ça reste quand même des quantités en fait acceptables entre guillemets pour des jeunes marques qui vont se lancer, qui des fois permettent d'alimenter un peu le truc ou de faire une preuve de concept, montrer que ça fonctionne. Et après, ces sous-traitants-là avec lesquels je travaille acceptent de démarrer à ces quantités-là sur des formules spécifiques. Parce qu'encore une fois, ils pourraient dire je fais ça, mais que sur mes gammes blanches. Et ils acceptent de faire ça sur des produits spécifiques. Parce qu'ils se disent que derrière, voilà, comme ils savent qu'ils ont les clients la plupart du temps ont été bien conseillés, que ce soit nous au niveau technique ou alors moi je ne prends que des projets qui tiennent à peu près la route. De toute façon, on le voit tout de suite, hein, la personne qui veut une huile démaquillante à 2 € du kilo, 100% naturel et bio, j'ai dit mais passe ton chemin. L'huile de tournesol de friture, elle n'a jamais rien démaquillé. Donc c'est qu'elle n'a pas fait son étude de marché, c'est qu'elle n'a pas fait ses calculs de marge. Entre guillemets, là, ça ne sert à rien de perdre son temps. Par contre, après, des gens qui veulent vraiment essayer de construire quelque chose et qui, par méconnaissance du business, etc., voilà, veulent y aller, et on le sent tout de suite en fait quand on discute avec un porteur de projet, là, oui, ça a du sens. Et du coup, là, les laboratoires, en fait, ils misent sur le fait qui est derrière, ça va monter les volumes. Une marque comme Ocaran, autour du cannabis, les premières séries n'étaient pas grosses, hein. Et aujourd'hui, ça commence à cartonner de fou. Et du coup, le sous-traitant il est content, hein. Mais il a accepté de jouer au démarrage avec des petites quantités. Voilà. Vous avez d'autres questions? Merci pour de toute façon, après, toutes les réponses je reste enrichissantes. à disposition des gens s'ils ont des questions ou quoi que ce soit, soit via toi, soit de toute façon via. De toute façon, si tu leur as envoyé la brochure, il y a le contact. Voilà. Oui. C'est ce que j'ai. On a un site internet et qu'on nous trouve, parce qu'avant il y en avait un, mais il était pourri. Donc voilà, c'est toujours. Voilà, nous on reste à disposition. Si c'est pas moi, j'ai maintenant une collaboratrice qui m'épaule, qui est aussi formulatrice à la base et qui a viré un peu comme moi malheureusement du côté commercial. Mais elle, 100% de son temps, moi c'est vrai que je suis encore un peu partout, à la fois sur le réglementaire, la formation, mais parce que aussi ça me plaît, hein, ce côté polyvalence. Mais voilà, aujourd'hui, même si là par exemple toi je pars en congé ce soir, voilà, j'ai mes équipes qui tournent aujourd'hui et ça c'est pour le coup très appréciable parce qu'avant au démarrage, quand j'étais pas là, je partais en déplacement une semaine en Suisse pour aller former des personnes comme Maïté, je savais que mon laboratoire ne tournait pas du tout, quoi. Et là, c'est pas rassurant, quoi. Voilà. Aujourd'hui, je pars, je suis serein, je sais que j'ai une équipe qui tourne avec des gens qui ont de l'expérience, donc ils savent aussi répondre à des problématiques. Donc, oui, c'est appréciable. Donc, il y aura toujours quelqu'un pour répondre, en tout cas chez nous, que ce soit… Là, il y a le seul sujet sur lequel il n'y a que moi pour l'instant qui répond, c'est la partie effectivement BPF. Et montage d'usine parce que c'est lié vraiment à mon expérience. Aujourd'hui, des questions au niveau formulation, des questions au niveau réglementaire, j'ai des équipes expérimentées pour pouvoir répondre à ces questions-là également. D'accord. Écoute, très bien. Et puis pour ceux qui veulent, ils sont bienvenus en Bretagne. Mais je pense qu'on va se faire une… Est-ce qu'il y aura des galettes? Moi, je viens j'ai pas pensé à ça. Les galettes, oui. Les kits de farce. Puis du cidre. Tu fais pas la fondue en Bretagne? Ah non, pas de fondue en Bretagne. On peut la manger, mais bon. Non, mais organisez ça. Je l'amènerai.
Alors, je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions, ont des remarques générales. Non. Bah, si c'est Mais... clair, tant mieux. Bah, écoute, alors attends. Kodo dit merci. Mais Je traduis. je vois apparaître en bas. Traduis. Donc effectivement, oui. Bon. Bah, c'est vrai que moi, ça fait plusieurs fois qu'Odile me disait de venir dans ce genre de club, mais souvent c'était le samedi. Moi, je suis en Bretagne. Je suis rarement en région parisienne le week-end, voire jamais. Donc c'est vrai que là, le fait de pouvoir le faire en ligne comme ça, bah, ça a permis de faire le truc. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on en parlait, qu'on négociait. Justement, non, mais... petite question. Alors, oui. Pardon, désolé. Moi, je suis intéressée par un petit peu plus sur l'expérience du montage d'un labo en Côte d'Ivoire. Oui. Justement, comment ça s'est matérialisé? Combien de jours ça a pris en termes d'échange, après en termes de matériel, d'acheminement ça, je n'osais pas, je voulais pas bloquer tout le monde, mais ça m'intéresse particulièrement. En fait, moi, merci, Aïssata. Quand j'ai rencontré les... Alors, c'est toujours pas... Là, c'est ce genre de choses, c'est par le réseau. Ils avaient commencé à acheter du matériel à droite, à gauche, mais du matériel qui avait ni queue ni tête. Donc, du coup, je me suis déplacé une première fois en Côte d'Ivoire pour voir un peu, rencontrer les gens déjà, et puis voir un peu l'état des locaux, qu'est-ce qu'on pouvait faire, etc. À partir de là, moi, j'ai fait un budget, mais on est parti sur un an à peu près. Un an entre le moment où on s'est rencontrés et le moment où les premiers produits sont sortis de l'usine. Donc, en tout et pour tout, j'y étais 3 fois. Après, il y a beaucoup de choses que j'ai pu gérer à distance. J'avais aussi une personne sur place qui me servait de relais technique pour suivre le chantier, etc. Parce qu'il y a des projets que j'ai suivis, par exemple, en région parisienne, où rien que pour faire une réunion de chantier avec un plombier, je fais l'aller-retour dans la journée Quimper-Paris. Donc, voilà. C'est à la charge du client, je viens de dire, je m'en fous. Mais en attendant, c'est quand même pas mal d'avoir un relais sur place. Et là, pour le coup, en Côte d'Ivoire, j'avais imposé d'avoir un relais sur place parce qu'aller faire, c'est bien, Abidjan, c'est sympa, mais… Les journées passent vite. Voilà. Donc, après, c'est vrai que c'est des projets qui sont passionnants parce que on travaille avec des contraintes complètement différentes, avec des cultures différentes, etc. C'est génial. Et puis, faut être très adaptable et un peu bidouille aussi, clairement. Faut être j'imagine bien. C'était à peu près une surface et un budget moyen, c'est possible. Le budget, il était de 200 000 euros. Waouh! Et on a monté, oui, c'était déjà un gros truc qu'on a monté. C'était pour faire des gros produits moussants, etc. Et on était sur une usine de presque 2000 mètres carrés. Voilà. Ah ouais, rien à voir. Ok, d'accord. Voilà. Très bien, gros projet. Donc non, c'était super. Vraiment super. Je me suis vraiment éclaté à faire ça. Après, par exemple, là en Algérie, on a monté une petite unité de conditionnement où là, c'était une ligne de conditionnement. C'était un budget de 50 000 euros la machine. Les locaux étaient déjà… c'était un entrepôt. On a mis des cloisons, etc. autour. La ligne de condi. Et voilà, en fait, ils importaient du vrac de produits parce que l'Algérie, ils importaient le vrac et ils le conditionnaient sur place, quoi. Voilà. Très bien. Et ça, voilà, là, en plus, on a trouvé du matériel d'occasion récent qui a été autorisé par nos amis douaniers en les grassant un peu la patte. Et voilà. Bon, ça, c'est des choses aussi avec lesquelles on s'habitue aussi. L'Afrique, malheureusement. Moi, ça m'a fait marrer parce que je discutais avec des enfants en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier? Douanier. Ah, d'accord. C'est bizarre. Un métier d'avenir. Bon, chacun leur… Ça a toujours été. C'est une anecdote qui m'a fait énormément sourire. Mais oui, ça fait partie de la culture et on s'adapte. Mais moi, la première fois que je suis arrivé en Algérie, c'était exactement la même chose. Les gens là-bas, ils veulent devenir douaniers. Alors peut-être un peu moins maintenant si ça change de Bouteflika, mais bon. Mais ouais, non, voilà. Et là, on avait fait le truc en 4 mois. En 4 mois, c'était réglé parce que du coup, c'était des gens hyper réactifs. On a trouvé du matériel d'occasion, donc dispo tout de suite. En 4 mois, on avait les vracs qui arrivaient et les premiers produits sortaient, quoi. Donc, en moyenne, une usine, si on part vraiment de la feuille blanche,
Alors, avec tous les délais, etc., qu'il peut y avoir et des choses qu'on ne peut pas faire en parallèle. C'est-à-dire que si tu fais une résine de sol, bah, c'est presque un mois d'attente pour que la résine elle soit bien sèche avant de poser tes machines. Bah, tout ça mis bout à bout, en moins d'un an, c'est compliqué. Là, on a des confrères, il y a 3 ans en Bretagne, qui malheureusement, leur usine a brûlé. Malgré tous les efforts qu'ils ont pu faire en termes de rapidité, etc., ils ont mis un an. Hein. Aujourd'hui, faire en moins d'un an, c'est compliqué sur des structures assez costauds. Après, sur des plus petites structures, ça peut aller plus vite parce que le matériel, il y en a moins. Des fois, on peut faire pas mal de choses. Par exemple, ce que j'avais fait à Paris, toute la production se faisait sous une grande hotte à flux laminaire. Et ben voilà, tu achètes une hotte à flux laminaire, pouf, ça y est, tu as ton environnement de prod. Quoi. Voilà, bon, ça va vite. Quoi. Ok. Très bien, merci. De rien. Merci beaucoup. Vous avez d'autres questions? Bon, écoute, Gaëlle, moi je… De toute façon, je reste à dispo, hein, tu sais bien comment je fonctionne. Donc, Complètement. On se retrouve sur les pauses cosméto en septembre, Gaëlle. Ah oui, alors ça, je ne sais pas, mais oui, il va falloir me dire. En Bretagne. Ah bah, en Bretagne, ouais. En Bretagne avec le chou-chêne, tout ce qui va bien. Les galettes pour Marie, parce qu'elle veut les galettes. Et le kouign-amann. Les crêpes. Voilà. Merci. Non, mais en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Je pense qu'on a eu une belle session de… Allô? Ah, on l'a perdu. Odile. En tout cas, merci pour tout. Bah, de rien. Et bien, à bientôt. Ouais, à bientôt, oui. Du coup, tu pars en vacances, donc là, tu n'es pas dispo si on t'appelle, c'est ça? On va dire que je serai un peu moins réactif. Voilà. S'il ne répond pas, c'est que le téléphone est tombé dans la piscine. C'est ça. Non, mais c'est vrai que je coupe vraiment 10 jours. Vraiment, du 14 au 24, je suis vraiment coupé. Après, je vais quand même répondre aux urgences. Quoi. Voilà. Après, encore une fois, si c'est des questions que mes équipes peuvent répondre, hop, je bascule ça à mes équipes. Quoi. Je ne vais pas lire mes mails, mais je ne peux pas tout le temps répondre. Quoi. Voilà. Mais je suis là tout le mois d'août, il n'y a pas de problème. C'est noté. Mais en tout cas, voilà, si on appelle, en tout cas, si on veut avoir des infos, tes équipes sont dispo et… Ah oui, de toute façon, le numéro de téléphone qu'il y a sur la plaquette ou sur le site internet, c'est le numéro du labo, donc, de ma commerciale. Donc après, en fonction, a fait transiter aux informations en interne, donc il n'y a pas de problème. En tout cas, ça peut tourner. Maintenant, ça peut tourner sans moi. Ça marche. Il y a encore pas mal de choses qui passent encore par moi, mais aujourd'hui, pour le quotidien, ça peut tourner sans moi et c'est très appréciable. Profite de tes vacances alors. Ouais, c'est ça. Et n'oublie pas la crème solaire. Ah non, moi, mon meilleur ami dans le soleil, c'est l'ombre. Alors, c'est laquelle d'ailleurs? Tu utilises laquelle? Moi? Je suis curieuse. Hein. Ouais. Moi, je n'utilise pas de produit solaire. Donc Qui va être donnant. Non, et si j'en utilise, j'utilise du La Roche-Posay. Voilà. Donc, ouais, carrément, d'accord. Voilà. D'accord. Ah, j'ai cru que tu allais nous sortir du New, du 71% ou des trucs comme ça. Ah non. Je dis pas que ce pas des gens qui font bien leur boulot. Hein. Adrien, je le connais très bien, hein, de New, par exemple. Il fait des trucs top. Mais aujourd'hui, voilà, c'est pas… autant sur pas mal de produits de cosmétiques, je suis passé vraiment au naturel, le solaire, j'y suis pas arrivé. Voilà. Je joue la sécurité et la confiance aux très grandes maisons. Quoi. Voilà. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Mais je sais qu'il y en a une qui partage pareil la même chose. Je vois que tu acquiesces. Après, sur les autres produits, non, ça ne me gêne pas d'aller travailler. De toute façon, on en développe tous les jours. Donc, mais voilà, ça reste quand même, pour moi, le produit solaire, ça va au-delà d'un produit cosmétique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a quand même une recrudescence des mélanomes dans tous les sens, etc. Et une de produits solaires. Donc, moi, je joue la sécurité là-dessus. Pour mes enfants, c'est pareil, c'est du produit plus conventionnel. D'accord. Mais pour le reste, non. Je suis passé au shampoing solide, notamment Oumaï, enfin voilà, des gens comme ça.
Voilà. Chouette. Alors du coup, je crois qu'Odile, ça a bugué. Elle a un problème de connexion. Non, mais elle nous a abandonnés lâchement. Elle a une photo, elle arrive en Bretagne. C'est ça, ouais. Elle est partie, elle en a marre de Paris. C'est ça la fuite, c'est ça. Bon, en tout cas, c'est chouette de tous vous voir. Merci encore, Gaëlle. Et donc, quoi, tu disais, c'est quoi les pauses cosméto? Ça marche comment, ça? Les pauses cosméto, c'est ce qu'on a organisé. On a lancé ça en plein confinement. Alors, je ne sais pas là, si les filles qui sont présentes, vous nous avez suivis, mais on a lancé en plein confinement des cafés savons où on faisait intervenir des experts sur un sujet pour les porteurs de projets, quels qu'ils soient. Pas ciblé cosméto, mais vraiment démarrage, par exemple, je ne sais plus, on parlait de digital, comment renouveler sa marque sur Instagram, des trucs comme ça. Pardon? Viviane Lipskier qui est venue, hein, c'est ça? Alors, Viviane est arrivée, elle a participé aux pauses cosméto. Donc, les pauses cosméto, c'est ce qui est arrivé après les cafés savons. Ouais. Et du coup, on a lancé ça là, début juillet, tous les jeudis midi. Et en premier intervenant, on a eu Emmanuel Dumas. Donc là, jeudi, on a eu Viviane qui parlait des DNVB. On a qui la semaine prochaine? Je crois qu'on a Joséphine qui va parler, Joséphine de la case naturelle, qui va parler justement de laboratoire, si je me souviens bien. Et ensuite, on a un intervenant qui va parler de packaging. Il y a à dire là sur le packaging. Ouais, justement sur le sourcing pack et le recyclage. Et puis. Greenwashing dans cette affaire-là. Tu vois, voilà, on a tout un planning en tout cas qui est conçu là pour vraiment cibler sur les métiers de la cosmétique. Et puis d'ailleurs, on a la formation cosmétique là. C'est réglementaire qui t'écoute là. Voilà. Mais je sais, c'est prévu. Là, on est en train de prendre rendez-vous. D'ailleurs, Marie, check tes messages là. Je ne fais pas que du réglementaire. Hein. Je fais surtout de la com scientifique. Mais mais c'est elle est hyper calée. J'ai suivi quelques lives en confinement et après là, c'était en 2 fois sur Beauty Toaster. Tu l'as fait, je crois. Ouais. Chantal, elle a dû te le faire en 2 fois, quoi. Oui. Je t'ai prévenu que j'étais encore. Je suis aussi bavarde que Gaëlle, voire plus. Hein, voilà. C'est ça, je vais dire, je pense que tu me bats là-dessus. Hein. Et les lives Instagram, ça dure qu'1 heure, c'est dommage. Hein. Ouais. Attends, c'est pour ça que Chantal, elle a dû le faire en 2 fois, quoi. Ouais. Non, mais le pire, c'est que les lives, en fait, au final, moi, je pars toujours en me disant qu'est-ce que je vais raconter. Je vais jamais tenir 1 heure et à la fin, j'ai pas dit la moitié de ce que je voulais dire. Tu vois. Donc, Non, mais du coup, c'est aussi intéressant. Enfin, du coup, voilà, de voir plusieurs points de vue comme ça. Mets-toi de la pour les pieds bien devant et derrière. Alors, attends. J'ai été. Et du coup, donc voilà, en termes de post cosméto, du coup, on a des intervenants très ciblés cosmétiques et donc on invitera Marie, en tout cas, si tu es motivée. Avec plaisir. Les post cosméto, c'est 1 heure aussi. Hein, c'est pareil que les lives Insta. Alors, il faut le faire en 3 fois alors. 3 fois 1 heure. Mais voilà, donc si tous les deux vous êtes intéressés, on vous accueille évidemment avec grand plaisir sur nos pauses cosméto qui reprennent en septembre. Voilà. Écoute, il y aura un super programme à la rentrée, hein, ça promet, ça promet d'être bien là. On a commencé à travailler à la programmation et il y a des belles choses encore à faire avec la Maison de la Cosmétique, hein. Sur place, en Bretagne, à Paris bientôt, on espère, et via Zoom. Zoom, on a eu une tentative de hack tout à l'heure, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais c'est des aléas, on va veiller à ce que ça ne se reproduise pas. 3 intrus. Voilà. Pour le coup, c'était assez dérangeant. C'était la première fois qu'on a connu ça, mais voilà, maintenant c'est passé et on espère renouveler bientôt les expériences avec toi, Gaëlle, et puis les commencer avec toi, Marie aussi. Avec plaisir. Merci. C'est un plaisir. Bon. Merci encore à tout le monde. Je ne sais pas si Odile, tu arrives à te connecter ou pas du coup? Si. Désolée. J'avais mon portable qui s'était déchargé complètement. Comme j'ai dû m'isoler pour éviter que mon petit ne
ne me harcèle. Et donc, je me suis fait une connexion via mon téléphone et ça s'était désactivé. Donc voilà. Merci. Merci à vous tous pour cet après-midi très très instructif. Et puis je pense que Sandrine, Kodou ont tout dit sur les perspectives de la maison des cosmétiques. Non, il reste un truc. À la rentrée? Non? Ah, il reste Non, encore? il reste un truc. On a une formation cosmétique. Ouais, mais on a une formation cosmétique qui démarre le 18. Donc voilà, si ça intéresse des gens, en tout cas, revenez vers nous. D'accord. Yvan va suivre cette formation. D'ailleurs. Ouais, et voilà. Vina l'a suivi l'année dernière, il me semble. Avec Michel, oui. Dioba également. Oui. C'est bien, on a du monde. Bon week-end à tous, merci. Merci pour tout alors. On va profiter du soleil, hein. On y va vite. Merci Gaëlle, merci à tous. Merci Gaëlle. Merci Gaëlle. Et à bientôt. Merci Gaëlle, à bientôt. Merci À Gaëlle. bientôt Gaëlle. Et bonnes vacances Gaëlle. Et Ciao. Bonnes vacances à tous. à bientôt en Bretagne. Au revoir. Ouais, ça marche. Salut. C'est clair. Bye. Prépare la farine, on arrive. Oui. Bye. Il y en a toujours à la maison. L'Albini, Allez, ça vous attend. Très bien. Allez, bon week-end Merci prolongé à encore. tout le monde. Ouais, Bon week-end. Au revoir. Ciao. Bye bye. Bye.